Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être venus un peu partout sur la Côte d'Azur et même du Var et même de plus loin. Nous sommes dans une salle magnifique, empreinte d'histoire. Alors je vais vous proposer de vous installer confortablement, de respirer, de sourire et de vous laisser inspirer par nos intervenants de ce soir. Je vais déjà accueillir Michel Bassompierre. Michel a démarré la forme d'une sculpture cet après-midi pour lui rendre vie, en fait, pour lui donner vie en fin de soirée. Donc vous pourrez voir son œuvre accomplie tout à l'heure. Avant ça, je voulais vous préciser une petite chose. Moi, je suis une méditerranéenne. Alors la Méditerranée et moi, c'est amour. Et je suis très très fière d'être là ce soir. Alors je vais appeler Cyril Gomez qui va nous dire un mot d'introduction. Cyril Gomez. Bonjour à tous. Un format un peu rigide parce que je ne peux pas avoir les papiers et le micro. Donc je parle derrière un pupitre pour vous souhaiter la bienvenue, Madame la Présidente du Conseil scientifique de l'Institut océanographique de Monaco, Madame la Présidente de l'Association des Amis du Musée océanographique de Monaco, chère Leïla, chers amis. Bienvenue à toutes et à tous pour cette soirée conférence intitulée « Sculpter le vivant », placée sous le signe de l'art et de la science. Depuis sa création en 1910, le musée océanographique n'a eu de cesse de réunir ces deux disciplines, l'art et la science. Et cette soirée que nous nous apprêtons à vivre ensemble en est un fabuleux exemple. Il y a quelques semaines, nous avons donné le coup d'envoi de l'exposition « Les géants des glaces » du sculpteur animalier Michel Bassompierre, et nous accueillons depuis avec une certaine satisfaction et une grande fascination ses œuvres monumentales. À sa façon, Michel Bassompierre tisse lui aussi des liens entre l'art et la sculpture, parce que pour donner vie à ses sculptures, il enregistre, il étudie, il observe ces animaux pour mieux sentir leur anatomie et leur mouvement et retranscrire leur forme, tout en tendresse et en humilité vis-à-vis de cette nature. Des sculptures qui sont venues enrichir la programmation polaire de l'Institut océanographique qui sensibilise le public aux enjeux de ces régions extrêmes depuis 2022, depuis juin 2022. Michel Bassompierre nous a ainsi confié 7 pièces, dont 5 ont été spécialement conçues pour cette exposition, 4 ours blancs et un manchot empereur accompagné de son petit que vous avez dans le hall. Ces géants des glaces, vu leur dimension, viennent compléter le parcours proposé par notre grande exposition Mission Polaire qui a déjà accueilli plus d'1 million de visiteurs et à la fin du programme, on aura accueilli quasiment 1,5 million de visiteurs sensibilisés à la fragilité des pôles. En observant ces sculptures d'ours polaires plus blancs que neige, assis sur la banquise, on se laisserait facilement convaincre finalement que tout va bien. Ils ont l'air si paisibles, ils ont l'air parfois même de s'amuser. Après tout, n'appelle-t-on pas Michel Bassompierre le sculpteur de la douceur animale? Son travail tout en forme ronde n'est-il pas là pour nous rassurer? Ce serait oublier que ces créatures sont des colosses aux pattes d'argile, menacés de toutes parts et dont la représentation est aussi un fabuleux vecteur de sensibilisation visant à éveiller les consciences à la nécessité d'avoir un meilleur équilibre entre l'homme et la nature. Aujourd'hui, les ours polaires du Grand Nord voient leur territoire de chasse rétrécir, tandis que les manchots d'Antarctique doivent aller chasser de plus en plus loin pour être en capacité de nourrir leurs poussins. L'Institut océanographique souhaite informer et engager le public sur ces problématiques. Il entreprend aussi un travail de mobilisation du secteur privé, des entreprises, et de dialogue avec des leaders économiques et politiques de différents pays. En effet, l'une des meilleures façons de préserver les pôles des activités humaines est de créer des aires marines protégées. Or, depuis 2016, l'Institut océanographique soutient la création de 3 aires marines protégées en océan austral. Des aires marines protégées qui recueillent très facilement
un fort consensus scientifique. On sait qu'elles sont nécessaires, on sait où les placer. En revanche, leur création est bloquée, faute d'absence de consensus politique. Donc c'est un simple blocage politique aujourd'hui auquel nous sommes confrontés. Afin de contribuer à convaincre les pays réticents, nous allons mettre en œuvre une stratégie de plaidoyer qui prendra la forme d'un documentaire et d'un livre qui sont sur le point d'être publiés et qui sont dédiés à l'océan austral. Nous agissons aussi directement au sein de la CAMLAR, qui est l'instrument international qui décide de la création des aires marines protégées en océan austral. Nous articulons donc comme ça le travail de sensibilisation auprès du grand public et un travail de plaidoyer auprès des personnes qui peuvent faire la différence du fait de leurs décisions. Ce soir, Michel Bassompierre va également apporter sa pierre à ce plaidoyer avec une performance artistique en direct complétée par des interventions passionnantes de spécialistes des pôles. Pendant qu'il façonnera son œuvre, le docteur Heidi Sévestre, glaciologue et exploratrice, Rémi Marion, président de l'association Pôle Action et spécialiste de l'ours blanc, et mon ami, pour ne pas dire compère, Nicolas Dubreuil, explorateur, s'exprimeront sur le climat, les populations inuites et les espèces polaires en danger d'extinction. La sculpture créée ce soir sous vos yeux sera finalisée plus tard dans l'atelier de l'artiste qui a décidé d'en faire don à l'Institut océanographique pour que nous puissions financer de nouvelles actions grâce à une opération de levée de fonds, donc une action concrète qui nous permettra d'accentuer notre plaidoyer pour l'océan austral et merci beaucoup pour cela. Je tiens donc à remercier chaleureusement Michel Bassompierre pour sa générosité et sa contribution à nos missions. Je souhaiterais... Oui, allons-y, applaudissons-le. Je souhaiterais conclure en remerciant vivement, encore une fois, Michel Bassompierre et l'Association des Amis du Musée océanographique de Monaco qui ont rendu possible l'organisation de cette belle soirée et avec le soutien de la Maison Comte de Monte-Carlo Champagne. Merci aussi à nos 3 experts conférenciers dont la passion va nous transporter au bout du monde. Enfin, merci à nouveau à l'artiste et ses équipes, ainsi qu'aux Galeries Barthou, Charles Barthou, de nous avoir proposé cette exposition, cette conférence, et pour leur engagement à nos côtés en faveur d'un océan mieux protégé. Profitez bien de votre soirée. Il y a un point commun entre les sculptures de Michel Bassompierre, entre les récits de nos explorateurs et scientifiques, et nous tous dans cette salle. Et ce sont les émotions. Les émotions sont la source de nos actions. Alors sans émotion, pas d'action. Donc on peut déjà remercier ces 4 personnes de nous faire vivre des émotions intenses. Ensuite, ouais, ce sera une bonne idée. Par contre, quand on dit émotion, souvent on se dit joie, peur, colère, mais on ne sait pas trop comment elles naissent. Alors laissez-moi partager ça avec vous, très rapidement. Notre cerveau conscientise ce que l'on perçoit. En fait, quand on bouge, quand on vit toute la journée, on perçoit le monde avec nos sens, comme des ours ou des animaux. On perçoit 400 000 unités d'information à la seconde, ça fait un paquet. Et seulement 40 de ces informations sont portées à notre conscience. Ce qui n'est pas porté à notre conscience n'existe pas pour nous. C'est pour ça que parfois on s'affronte. Ouais, t'as raison, non, c'est moi. Bon, en fait, les deux ont raison. C'est juste que leurs consciences sont différentes et donc ils n'ont pas les mêmes infos dans leur tête. Quand il trie, notre cerveau fait une chose, il se pose une seule question. Est-ce que c'est bon pour moi ? La réponse est oui. Il déclenche de la chimie, la dose. Vous en avez entendu parler, dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine. Et à ce déclenchement arrive une émotion qui est agréable, qui va nous attirer quelque part. On va avoir envie d'y aller. Quand la réponse est non, il déclenche une autre chimie, du cortisol et de la noradrénaline. Et là, c'est la fuite ou le combat. Et c'est pas très agréable comme émotion. En tout cas, les émotions, elles naissent comme ça.
Donc, encore une fois, merci vraiment à vous trois et à toi, Michel, de nous faire vivre des émotions intenses pour favoriser notre passage à l'action, parce qu'on va parler de ça aujourd'hui. Pour beaucoup d'entre nous, le prénom Heidi, c'est un souvenir d'enfance, un roman. Heidi Sevestre, elle est glaciologue, alors elle étudie les glaciers pour en connaître leur état de santé, un peu comme un médecin des glaces. Elle vit au Svalbard, à 1300 km du pôle, dans l'Arctique norvégien. Et là-bas, dans sa journée, elle est très active, Heidi. Elle est sur les glaciers. Elle est aussi dans une université. Moi, j'étais assez surprise de savoir qu'à 1300 km au pôle Nord, il y a une université où elle enseigne. Et elle est aussi journaliste. Le reste de l'année, elle est en vadrouille, dans le monde entier, et de temps en temps à Annecy, où elle se repose. Presque. Elle est membre de The Explorer Club. Elle a reçu la première médaille Shackleton en 2022 pour la protection des régions polaires. Cette année, elle est désignée comme European Young Leader par The Friend of Europe. Elle travaille à l'AMAP, qui est un groupe de travail du Conseil de l'Arctique. Aujourd'hui, si elle fait tout ça, c'est pour rendre accessibles les informations et les données scientifiques pour favoriser notre passage à l'action. Elle est aussi auteure de Sentinelle pour le climat, de Demain c'est nous. C'est un peu une star aussi parce que vous pouvez la retrouver sur Disney+, dans une série de National Geographic et sur France Culture tous les jeudis matins. Heidi, je te propose de venir nous rejoindre. Rémi Marion, c'est un des spécialistes, un des meilleurs spécialistes de la faune polaire et de l'ours. Il aime profondément l'ours. Et ce qu'il souhaite partager avec nous, c'est leur grande sagesse. Il œuvre aussi pour montrer la complexité des problèmes. Rien n'est tout noir ou tout blanc, et cette complexité permet la réflexion et le développement personnel. Il est réalisateur, conférencier, auteur de plus de 25 ouvrages. Il en a quelques-uns ici, si certains sont intéressés tout à l'heure. Il a publié pas mal de documentaires pour Arte, pour France 2, La métamorphose de l'ours polaire ou Fort comme un ours. Il est chevalier des arts et des lettres, membre de la Société de géographie et de la Société des explorateurs français, président, comme vous l'a dit Cyril Gomez tout à l'heure, de l'association Pôle Action et fondateur. Il soutient aussi la fondation des Amis de Jean-Baptiste Charcot. S'il était un animal, il serait un ours, pour déambuler tranquillement sur la banquise, avec comme seule envie un bon repas de temps en temps et beaucoup de tranquillité. Je te propose de venir sur scène, Rémi. Nicolas Dubreuil, aventurier des glaces. Il découvre ce milieu très très jeune, à 18 ans. Il passe un mois, il se dit plus jamais. C'était à la fois excitant, mais à la fois très effrayant. Pourtant, un an plus tard, il y retourne, et depuis, il y retourne tout le temps. Il a débuté sa carrière comme maître de conférences en informatique à l'université. En parallèle, évidemment, il allait visiter les pôles. Suite à un accident en 2001, il a changé de vie. Et ce changement de vie, pour lui, ça n'a pas été un choix, ça a été un besoin profond, une évidence. S'il était un animal, il serait un corbeau, un grand corbeau du Groenland, parce que c'est un animal sublime et très intelligent. C'est aussi un animal qui amène la nuit. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, lui aussi, Aventurier des glaces, Akago et Mystère polaire. Il vit 50% de l'année à peu près dans son village, Kuchlorsvak, et une mamie inuit a tenu à transmettre son prénom à sa fille. Il guide des expéditions polaires depuis 30 ans. Il aime dire qu'il est un ménestrel parce qu'il voyage pour ramener des histoires et pour les partager. Alors ce soir, il va partager ses histoires et ses expériences. Nicolas, tu peux nous rejoindre. Alors vous allez aussi participer.
Et ma première question, ce sera pour vous. À votre avis, j'ai 3 questions, j'ai 3 réponses possibles et vous lèverez la main tout à l'heure. À votre avis, combien pèse un ours polaire à sa naissance? Entre 2 et 4 kilos, un peu comme nous. Entre 10 et 8 kilos ou plus que 10 kilos? Réponse 1. J'ai oublié la bonne réponse. Mince alors, mon effet est raté. Ça, c'est dommage. Hein. Alors, il y a encore une réponse. Oui, vous l'avez, madame? La vraie réponse, parce que je me suis embrouillée dans les chiffres. Beaucoup plus petit, exact. Entre 200 et 300 grammes, non, entre 600 et 800 grammes. Les chiffres et moi, ça fait 2. Voilà. Alors, Rémi, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet ours polaire? Où est-ce qu'il vit? À quoi ressemblent ses journées? Bien sûr. Bonsoir à tous. Merci beaucoup à la famille Bassompierre de nous inviter pour cet événement et au centre scénographique auquel je suis très attaché, comme mon maître Jean-Baptiste Charcot, évidemment. L'ours polaire, c'est un animal emblématique, hein, tout le monde l'aime. L'ours polaire, il est magnifique, vous voyez ces images. Ce qu'on ne voit pas, par contre, sur l'image, là, c'est qu'il fait moins 48 degrés. Quand j'ai tourné ça. Hein. Et vous voyez ces petites boules de poils qui ont 3 mois, qui font 10 kilos à 3 mois. Quand ils sont nés, ils faisaient entre 600 et 800 grammes. Donc ça va très très vite à grandir parce que la maman a 40% de matière grasse dans son lait. Donc évidemment, c'est beaucoup. Mesdames, quand vous avez allaité vos enfants, vous n'aviez que 5%. Une femelle ours polaire, c'est 40%. Donc c'est pour ça que les petits grandissent vite. Et ils ont besoin aussi de cette énergie, parce que par moins 48 degrés, eh bien, il faut pouvoir avoir une énergie vitale, hein, très très importante pour pouvoir conserver son énergie et conserver cette activité. Et vous voyez, cette maman ours qui est présentée là, elle n'a pas mangé depuis le mois de juillet de l'année précédente. On est au mois de mars. C'est le plus long jeûne connu chez les mammifères. Donc elle n'a pas mangé depuis 8 mois et donc elle a perdu environ 50% de son poids. Donc évidemment, ce sont des animaux absolument fascinants de vivre dans ces milieux-là, avec un métabolisme et un mode de vie, une physiologie tout à fait étonnante. Et c'est évidemment ce qui peut fasciner. Par contre, où moi, c'est un petit peu mon credo quelque part dans les bouquins et les conférences que je peux faire, c'est qu'il ne faut pas utiliser l'ours à toutes les sauces, mais peut-être qu'on en reparlera, mais il faut l'utiliser comme symbole, mais pas trop non plus. Il faut faire très très attention. C'est un animal magique, hein, avec une élégance extraordinaire que sait très bien rendre d'ailleurs Michel, et cette élégance est vraiment unique chez cet animal. Sur les sculptures que vous avez en terrasse, c'est absolument magique, ces mouvements de pattes et tout ça. C'est toute cette adaptation extraordinaire au milieu polaire. Hein. Un ours polaire, il pose cette patte-là de façon très très élégante, mais ce n'est pas un hasard. Hein. Ce sont des milliers d'années d'adaptation qui lui ont permis de vivre dans ce milieu très très exigeant, évidemment. Il n'y a pas moyen de consensus là. Il faut vraiment aller au bout de ces adaptations pour pouvoir vivre dans ces milieux. Et l'ours polaire est vraiment un symbole pour tout ça, quoi. Donc voilà, il y a évidemment beaucoup de choses à dire sur l'ours polaire. Et surtout ces oursons-là aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez 3 oursons sur certaines images. Et en fait, malheureusement, une femelle ours polaire, elle n'a que 2 tétines avec du lait. Donc ça veut dire qu'elle ne pourra pas élever 3 petits, elle ne pourra en élever que 2. Donc évidemment, c'est dramatique. Mais il faut espérer qu'elle pourra émanciper 2 petits, ce qui est assez rare. En général, une femelle polaire qui se reproduit tous les 3 ans, eh bien, va pouvoir émanciper qu'un seul jeune. Donc ça veut dire un taux de reproduction très faible. Et c'est aussi pour ça que ce sont des animaux extrêmement menacés. Je ne dirais pas en voie d'extinction, on en reparlera je pense, mais assez menacés évidemment avec les problèmes de changement climatique en particulier. Donc voilà une petite histoire des polaires raccourcis comme ça. Heidi, tu voulais rajouter quelque chose sur ce symbole des ours. Quand on a préparé, tu me disais que s'ils disparaissaient, ce serait quand même assez dramatique pour toi. Oui, bonsoir. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Merci infiniment pour l'invitation. C'est vrai que les ours dépendent de cet environnement majestueux que vous voyez sur ces images, cette banquise. Mon travail, moi, c'est d'étudier ça. Plutôt que d'étudier les animaux, j'étudie la maison dans laquelle ils habitent. Et aujourd'hui, on sait que voilà, si l'ours polaire disparaît, c'est finalement une réaction en chaîne, une chaîne de dominos qui se sera effondrée jusqu'à l'ours. Et aujourd'hui, nous, on voit des signes de vulnérabilité très très importants dans l'Arctique notamment. On sait que cette banquise de l'Arctique, elle est très importante pour nous parce qu'elle nous aide à stabiliser le climat. Mais pour vous donner une petite idée, en 40 ans, à force de brûler des énergies fossiles, on a perdu 40% de la superficie de banquise de l'Arctique.
Et il n'y a pas d'ours sans banquise, ça c'est clair. Et aujourd'hui, on se rend compte que les toutes dernières études scientifiques nous pointent dans la direction qu'il serait peut-être déjà trop tard pour sauver cette banquise pendant les mois d'été en Arctique. Donc il y a une grande question qui se pose. Est-ce que ces animaux y arriveront sans banquise? Est-ce qu'ils auront assez de temps pour s'adapter? Il y a une étude qui est sortie encore aujourd'hui sur la baie de Hudson, comme quoi autour de 2 degrés d'augmentation de température globale, il n'y aura pratiquement plus de banquise dans cette région-là. Donc aujourd'hui, on y croit, on a de l'espoir. Hein. Je ne suis pas une spécialiste des ours, mais on espère qu'ils vont tenir le coup. Mais nous, en tout cas les spécialistes des glaces, ce que nous observons, c'est que vraiment leur maison, leur habitat est en train de changer extrêmement rapidement. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Rémi? Oui, moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que, évidemment, c'est très très important. Si l'ours polaire venait à disparaître, ce serait dramatique, comme toutes les espèces d'ailleurs. Hein. Il ne faut pas non plus, moi j'aime pas trop quand il y a une espèce comme ça qui vient dépasser les autres, mais surtout si l'ours polaire venait à disparaître, c'est notre lien au sauvage qu'on perdrait. Et je pense que c'est peut-être là aussi qu'on perdrait beaucoup, parce que ce lien au sauvage, on en a besoin, ce lien à cette nature pure du Grand Nord, on en a besoin. Et si on perdait l'ours, je dirais que du point de vue écosystème, ce ne serait pas un drame. Hein. C'est pas un animal clé, une espèce clé, je dirais, dans l'écosystème. Par contre, pour notre relation au Grand Nord, pour notre vision du Grand Nord, pour ce qu'on a envie d'en faire, eh bien, ce serait très très important et fondamental. Et je pense qu'il faut utiliser l'ours polaire comme ça, comme en se disant, si on le perd, celui-là, ce sera très compliqué pour nous par la suite. Merci pour cette transition, puisque Nico, quand on a échangé, toi, tu m'as parlé de la vision qu'avaient les peuples, en fait, groenlandais, inuits, de cet ours polaire. Est-ce que tu pourrais partager ça avec nous? Oui, alors, oui, là, vous allez dire que, en fait, moi, j'ai rien compris, parce que je vais vous dire quel goût ça a, un ours polaire. Et un ours polaire, l'ours polaire, la viande d'ours polaire qu'on mange. Donc, comme tu l'as dit extrêmement bien, j'habite une partie de l'année dans un tout petit village qui s'appelle Kuchlorswark, donc au nord-ouest du Groenland. Et ce village, il a une particularité, c'est que, eh bien, c'est un des endroits où il y a le plus de chasseurs d'ours. Alors chez nous, là, quand on dit ça, évidemment, quand moi je dis, bah oui, je mange de l'ours, d'abord là-haut, je n'ai pas trop le choix, on est toujours très choqués. Comment ça, il y a encore des gens qui chassent l'ours, qui le mangent, oui. Les communautés autochtones chassent l'ours. Ils chassent l'ours parce qu'ils ont besoin de cette nourriture. Mais justement, je reviens beaucoup sur ce que dit Rémi et Heidi sur cette partie du sauvage. C'est-à-dire qu'il faudrait aussi que nous, on arrive à changer un peu notre vision de nous dans la nature. Au Groenland, en groenlandais, il n'y a pas de mot pour dire nature. Le mot nature n'existe pas. On est obligé d'utiliser le mot danois pour dire la nature. La nature n'existe pas pour eux. C'est-à-dire que l'homme et la nature, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a autant d'importance dans l'ours que dans l'être humain. Il y a autant d'importance dans le caillou que dans l'ours, que dans le chemin, que dans la relation, par exemple, que nous avons en ce moment entre nous et vous. C'est-à-dire que autant dans les choses matérielles et immatérielles. Donc pour eux, effectivement, ils mangent l'ours. On mange tout de l'ours, quasiment. Attends. Ouais. J'attends. J'avais une question pour vous. Hein, on fait tout avec l'ours. J'ai appris quelque chose de toi. C'est que oui, on fait tout avec l'ours, sauf il y a un truc qui n'est pas utilisé dans l'ours. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça pourrait être? J'attends vos réponses. Comment? Les dents, Nico? Alors les dents, on fait des très jolis colliers, des boucles d'oreilles, et on l'utilise pour... Voilà, comment je me suis lancé dans un truc là. La partie qui permet au harpon à propulseur de tenir le propulseur. Donc, elles sont utilisées pour des outils. Donc, les dents sont utilisées. Qui veut se tenter sa chance? Oui? Le cerveau. Alors, le cerveau, bouchez-vous les oreilles, c'est hyper bon. Donc, il est mangé. Il est mangé. Quelqu'un d'autre? L'œil. L'œil aussi, il est mangé. En fait, quand j'ai acheté ma première maison au Groenland, on m'a offert un crâne d'ours, comme ça, donc avec la langue, avec tout quoi dedans. Et on m'a dit, bah tiens, c'est un super cadeau. Comme ça, tu le mets dans un coin de ta maison, et comme ça, tu en manges de temps en temps. Pas trop, parce qu'il faut faire un peu attention, mais voilà. Encore une tentative, oui?
Les yeux, on vient d'y répondre. Si, oui. si, les yeux, on les mange. On les mange. Les yeux, on les mange. Les dents, on en fait des bijoux et autre chose. Le cerveau aussi. Encore une... L'estomac. Non, on mange aussi les Bon, l'estomac. on va y aller, mange tout. on va leur dire. Oui. C'était Non, en fait, la seule chose qu'on n'utilise pas ou qu'on ne mange pas, c'est le foie. Parce qu'il est bourré de vitamine A. Il y a 20 fois plus de vitamine A que chez d'autres animaux, parce qu'il y a énormément de vitamine A dans le gras du phoque. Comme il s'en nourrit, il se nourrit dans le foie, et pour nous, il est toxique. Donc c'est la seule partie qu'on ne mange pas. D'ailleurs, il y a des explorateurs qui sont morts de ça, je ne saurais pas dire qui, mais tu sais, toi, sans doute, Rémi. Le Suédois André, qui était parti et qui voulait traverser l'océan Arctique en ballon libre, en plus, quelle drôle d'idée, a mangé de l'ours. Et on le voit bien quand on prend le récit au jour le jour. Il a mangé de l'ours, en plus un ours parasité très certainement, et ils ont mangé du foie. Et donc ça leur a coûté la vie, quoi. Donc voilà, c'est très clair. Ça, c'était à la fin du 19e siècle. Voilà, mais par contre, on va tout utiliser de l'ours, c'est-à-dire la peau, on va en faire des pantalons, des gants, de certains tendons, on va les utiliser pour faire les coutures étanches des kayaks, etc., etc. Absolument tout est utilisé chez l'ours polaire. rien ne se perd. Rien ne se perd. Alors, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des questions à poser sur la faune polaire, l'ours polaire à nos intervenants? Il y a un autre micro, non? Oui. Super. Il y avait madame là devant. Devant toi, Guillaume. Il y a une question que je pose souvent pour les gens qui font quelque chose d'incroyable. Votre meilleur souvenir par rapport à votre première visite en polaire? Question à tous les trois, là. Votre meilleur souvenir ou votre meilleur... Heidi, meilleur souvenir. Ouais, lors de la première visite, c'est ça, hein, lors de votre découverte des pôles. Ouais, moi, j'ai eu cette chance extraordinaire de pouvoir partir dans l'Arctique pour mes études. En France, en Europe, on a ce fameux système Erasmus qui nous invite à passer 6 mois à l'étranger. Et plutôt que d'aller à Londres ou à Barcelone, j'ai décidé d'aller au Svalbard, au Spitsberg, donc à 1000 km et quelques du pôle Nord, dans l'université la plus au nord de la planète. Et pour moi, je me souviens, en fait, atterrir à minuit, fin juillet, et découvrir ce soleil 24 heures sur 24. Et en fait, atterrir sur une autre planète, quoi. C'était des montagnes où il n'y avait pas d'arbres, il y avait à peine quelques lichens, quelques mousses. Il y avait des rennes du Svalbard qui se baladaient autour de l'université. Et le glacier le plus proche de l'université, il est à 2 km. Et quand j'ai compris qu'il y avait des mondes comme ça, où en fait, là-bas, l'humain, c'est un grain de sable, et le sauvage nous englobe complètement, et ça m'a hypnotisée. Et comme beaucoup dans la salle que je reconnais, je suis instantanément tombée amoureuse. Et ce qui est très bizarre, c'est que je me suis sentie comme à la maison, dans un environnement, alors qu'on qualifie d'extrême depuis la France, depuis Monaco, mais où des personnes se sont très bien adaptées. Mais pour moi, ça a été le déclic total, et je me suis dit, je vais passer ma vie dans ces régions. Moi, c'était pas lors de mon premier voyage, peut-être, mais peut-être le plus beau souvenir, sans aucun doute, c'est sur l'île d'Ellesmer. Alors l'île d'Ellesmer, c'est l'île la plus au nord du Canada. Donc là, on est 80e nord, donc à peu près 1000 km du pôle, un peu plus. Et on avait monté une belle expédition là-bas, et le but étant d'observer les loups blancs. Et donc Ellesmer, c'est à peu près la planète Mars, hein, vous voyez, au niveau paysage. Hein. Donc il y a de la roche, des éboulis et tout ça. Il n'y a pas grand-chose, il y a très très peu de végétation, très très peu. Et on cherchait des loups dans cet univers depuis 2 semaines déjà, on marchait tous les jours et on n'avait rien vu. Et puis donc évidemment il fait jour 24 heures sur 24. Et on est en juillet et là on est dans nos sacs de couchage dehors, pas sous tente, hein, dehors. Et je lève la tête et sur la crête, avec le ciel bleu derrière, il y avait un loup blanc. Ça c'était magique. On a fait 16 heures d'observation de loup blanc, ce qui est absolument exceptionnel. On a même eu un loup blanc qui est venu tout près de nous, un peu pour nous toiser. Les loups blancs, en plus de l'Arctique, sont des grosses bêtes. Et il est venu tout près, se disant c'est moi le patron, en fait. Et c'est absolument magique, et je pense que c'était mon plus beau souvenir. Juste pour l'anecdote aussi, c'était en juillet 98, quand on est redescendu au sud
Et on nous a dit « Ouais, bravo les Français, vous avez gagné !» Alors, on se demandait de quoi il nous parlait. Moi, j'avais gagné parce que j'ai vu des loups blancs. Il paraît-il que la France avait gagné la Coupe du Monde. Mais ça, c'était un autre problème. Alors, je dirais que moi, le plus beau souvenir, c'est la prochaine expé, certainement. Tu vois, c'est de pouvoir être capable d'en faire une suivante. Mais j'ai quand même, tu vois, un souvenir qui m'a marqué énormément et qui m'a mis, je pense, ma première claque avec l'Arctique. C'est je pars faire une expédition en kayak, donc comme un bon occidental, tu vois, avec mon kayak fabriqué en France, au top, avec ma nourriture lyophilisée. Vraiment, j'étais au taquet, vraiment super fit pour le raid kayak. J'avais l'impression d'être le premier au monde à faire ça. Je pars et je me prends pendant 2 semaines de pluie, mais permanente, quoi. Et donc en kayak, bon, tout seul dans ton kayak, la flotte, tu ouvres la tente, il flotte, tu fermes la tente, il flotte, t'es trempé. Bon. J'arrive dans un petit village et là, il fait un temps un peu meilleur et je me dis, bon, je vais repartir, j'ai une grande traversée à faire. Bon, je vais voir les locaux, quoi. Donc je vais voir un Groenlandais qui était en train de réparer un filet sur le port, là. Donc je vais le voir, et avec les quelques mots de groenlandais que j'avais appris, je lui dis bonjour, alors je voudrais savoir, demain il va faire beau? Et là le gars il me fait oui, demain il va faire beau. Je regarde quand même, je vois des énormes nuages noirs. Je lui dis mais non, mais alors je me dis merde, je me suis peut-être gouré. Je dis demain il va pleuvoir? Et là il me regarde, il me fait ah ouais, demain il va pleuvoir. Je dis, attends, je sais pas, je regarde mon bouquin, la pluie, Sialouk, ok, le soleil, Sérinaire, ça n'a rien à voir. Je dis, non, mais je comprends pas, demain, il va faire beau ou il va pleuvoir? Et là, il me regarde comme ça, il me fait, mais tu verras demain, quoi. Et en fait, non, mais ce qui était génial derrière ça, c'est que ça montrait tout sportif que j'étais, tout mon matériel au taquet et tout ça, mais j'étais nul. C'est-à-dire qu'effectivement, j'étais pas prêt à m'adapter. Tu vois, et ben demain, il fera le temps qu'il fera. Et que de toute façon, il y a un super beau proverbe groenlandais qui dit « Silarswark, si kusluk isiminagalavor ». Voilà, comme vous avez compris, signifie « Seul le temps et la glace sont maîtres ». Et tout d'un coup, je me suis dit, ces gens-là, ils ont tout compris. Et qu'effectivement, tu contrôles rien et que de toute façon, demain, il faudra t'adapter. Et puis demain est un autre jour, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la partie climat, si vous voulez bien. Imaginons, nous sommes dans pas mal d'années, les glaciers ont fondu, il n'y en a plus. À votre avis, de combien la mer est-elle montée? Alors, je regarde mes chiffres cette fois, pour ne pas me tromper. 10 mètres, réponse 1. 35 mètres, réponse 2. 65 mètres, réponse 3. Qui dit réponse 1? 10 mètres. Qui dit 10 mètres? Ok. Qui dit la réponse 2, 35 mètres? Okay. Et qui dit la réponse 3, 65 mètres? Ouais, il y en a qui n'ont pas répondu, hein. Il y en a qui ne se mouillent pas. Eh bien, c'est 65 mètres. Et pour vous donner une idée, la terrasse du musée, elle est à 85 mètres. Donc Heidi, est-ce que tu veux bien partager avec nous tes dernières observations sur le climat, sur les pôles? Avec grand plaisir. C'est vrai qu'ici à Monaco, on comprend que ces glaces, qui sont à des milliers de kilomètres d'ici, elles sont là en fait. Elles sont très très proches de nous, beaucoup plus proches qu'on le pense. Aujourd'hui, sans aucun doute, tous les glaciologues bossent sur le Groenland et aussi sur l'Antarctique, parce qu'on sait très bien que si on perd une fraction du Groenland ou si on perd une fraction de l'Antarctique, pour nous, en Occident, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir le niveau des océans qui augmente. Et aujourd'hui, oui, il augmente et cette augmentation accélère justement. Alors pourquoi ça accélère? Pour 2 raisons. En fait, c'est tout simple. La première, c'est qu'il fait de plus en plus chaud sur Terre. Et une grande partie de cette chaleur, elle est absorbée par les océans. Et ces océans, vous savez, on est en train de battre des records de température aujourd'hui. Plus les océans se réchauffent, plus ils se dilatent, plus ils prennent de la place.
Mais par-dessus ça, eh ben, on a ces 2 grandes calottes polaires qui sont absolument majestueuses, qui malheureusement, elles aussi sont des géantes aux pattes d'argile. On est en train de voir que le Groenland réagit extrêmement rapidement au changement climatique aujourd'hui. Alors, à chaque fois, c'est des chiffres qui parlent à personne, hein. Alors je vais vous en donner une petite plâtrée. Aujourd'hui, le Groenland, il perd à peu près 270 milliards de tonnes de glace par an. Bon, voilà, ça nous fait une belle jambe. Mais en fait, sur l'heure qu'on va passer ensemble, on passe un petit peu plus d'1 heure ensemble, hein, le Groenland, si on remet cette fonte de la glace à une unité d'1 heure, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. Le Groenland, aujourd'hui, il perd 30 millions de tonnes de glace toutes les heures, toute l'année. Et ça ne se passe pas toute l'année, hein, ça se passe sur quelques mois pendant l'été. Donc aujourd'hui, le Groenland, c'est vraiment un peu le champion du monde régional de la hausse du niveau des mers. Et on est en train de voir quelque chose qui nous intéresse particulièrement. C'est que le Groenland, c'est pas plus il fait chaud, plus il fond. On est en train de voir que le Groenland, il risque d'approcher de ce qu'on appelle le point de bascule du climat. Alors ça, c'est un petit peu technique, mais en fait, ça, c'est vraiment un sujet que tout le monde devrait comprendre. Parce qu'on est en train de voir qu'aujourd'hui, les températures, elles augmentent de plus en plus vite, on brûle de plus en plus d'énergie fossile. Mais si on franchit un certain seuil de température, le Groenland, il risque de commencer à s'effondrer et de façon inarrêtable, de façon irréversible. Alors aujourd'hui, voilà, c'est des chiffres qui parlent vraiment à personne, mais qui sont très importants. Aujourd'hui, les températures sur Terre, en moyenne, elles ont augmenté autour de 1,2, 1,3 degrés depuis le début de l'ère industrielle. Il semblerait que si on franchit entre 1,5 et 2 degrés, et là, croyez-moi, hein, alors là, on y court, on prend de l'élan, j'ai l'impression, pour les franchir, ces seuils de température. C'est comme si on faisait tomber le premier domino de la chaîne de dominos du Groenland. Ça ne veut pas du tout dire que le Groenland va s'effondrer du jour au lendemain. Heureusement, Nico, qu'est-ce que tu deviendrais? Mais ça veut dire que le Groenland, il va commencer petit à petit à rentrer dans un cercle vicieux qui ensuite, on ne pourra plus l'arrêter. Donc moi, auprès du Conseil de l'Arctique, je communique beaucoup auprès des gouvernements. Alors on essaye, hein, on fait de notre mieux. Mais beaucoup de gouvernements pensent que, oui, les 1,5 degrés, les 2 degrés, c'est pas grave, on les franchira. Mais ensuite, les générations futures, elles auront les outils pour s'adapter, pour éviter le pire. En fait, ça ne marche pas comme ça. Il y a beaucoup d'écosystèmes, le Groenland et l'Antarctique aussi. Si on franchit certains seuils de température, ça veut dire que nos enfants et leurs enfants devront, eux, s'adapter à des changements, à des élévations du niveau des mers qui vont être extrêmement rapides. Donc voilà, le Groenland est vraiment un géant au pied d'argile, mais l'Antarctique aussi. L'Antarctique, vous vous rendez compte, il fait 25 fois la taille de la France. Donc ça veut dire que même si on perd une petite partie de l'Antarctique par-ci, par-là, ça veut dire qu'évidemment, des régions extraordinaires comme Monaco, comme toutes les côtes méditerranéennes, il n'y a pas besoin d'aller au Bangladesh pour voir l'élévation du niveau des mers. Il y a une grande partie de l'Europe qui va être affectée. Et aujourd'hui, voilà, soyons toutes et toutes conscients ce soir que chaque décision que l'on prend aujourd'hui, chaque geste que l'on fait, chaque vote, j'en profite, que l'on soumet, peut avoir un impact positif ou négatif sur ces environnements. Et j'insiste là-dessus, ces environnements qui renferment une grande partie du merveilleux que l'on a sur Terre. Donc aujourd'hui, si on veut se battre pour ces animaux, et je suis hypnotisée par ce qui se passe à côté de moi, si on veut se battre pour ces animaux, si on veut se battre pour le merveilleux, si on veut se battre pour éviter des déplacements de population vraiment gigantesques dans les années à venir, il va falloir vraiment prendre conscience que les meilleures personnes pour lutter contre le changement climatique, c'est les personnes qui sont là, quoi. C'est nous. Il y a une citation, et je vais terminer là-dessus, qui me fait beaucoup réfléchir. C'est une citation d'un explorateur américain qui s'appelle Robert Swan. Alors Robert Swan, il plante un peu des drapeaux, mais il fait beaucoup de sensibilisation aussi, beaucoup d'éducation. Et je l'admire beaucoup. Et il a dit cette phrase, et retenez-la parce que moi, elle m'a percutée. Cette phrase, elle dit que la plus grande menace pour la survie de l'humanité, c'est de penser que quelqu'un d'autre viendra sauver la planète à notre place. Il n'y a personne qui vient, ça c'est clair. Donc aujourd'hui, soyons bien conscients que les meilleures personnes pour sauver notre territoire, ce sont ces personnes du territoire. Donc aujourd'hui, gardons l'espoir, continuons à se battre pour ce merveilleux, parce qu'il est encore là, quoi. Donc aujourd'hui, il ne faut rien lâcher. Et franchement, chaque opportunité du quotidien est bonne à prendre pour sauver ces belles régions. Merci Heidi. « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 1
Nico, est-ce que toi, tu peux nous dire un petit peu comment les Groenlandais et les populations du Nord vivent ce réchauffement climatique et qu'est-ce qu'ils en pensent pour les années à venir? Ouais. Ouais. Alors, Ah ouais. La question, elle est vache. Ouais. Parce que effectivement, alors il y a toute une partie, évidemment. Le Groenland, c'est 3000 km de long, 1000 km de large, 56 000 habitants. Je ne sais pas combien il y a d'habitants à Monaco, mais 56 000, c'est pas grand-chose. Néanmoins, la vie, elle est très différente. Donc entre Nuuk, la capitale, 15 000 habitants. Nuuk, c'est très moderne. Hein. Il y a des voitures carrément, quoi. Tu vois, il y a un feu rouge. Donc c'est une ville hyper moderne où les gens là, ils ont cette vision, effectivement. Cette vision, c'est pas une vision, c'est cette réalité occidentale. Ils l'ont compris. Il y avait tout ce qu'a expliqué Heidi. Je pense que tout le monde l'a compris à Nuuk. Et les gens sont dans une dynamique qui est très, très occidentale, quoi, voilà. Après, quand tu vas rencontrer ces gars-là, là, qui sont derrière, là, que tu leur dis, là on est sous la tente, dehors, comme disait Rémi, il fait moins 48, tu leur dis, non mais attendez les gars, dans quelques années, on va gagner 2 degrés. Et ils te regardent, ouais, et alors donc il va faire moins 46, ils ne voient pas trop le problème. Et en plus, c'est une société qui est dans le présent. Hein, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est ce que tu vis maintenant. C'est pour ça que, par exemple, quand on parlait de l'ours, quand ils partent à la chasse, ils ne prévoient pas de partir à la chasse. C'est-à-dire, s'ils rencontrent un ours, ils vont le chasser, mais ils ne vont pas prévoir de partir à la chasse. Donc, c'est une société du présent. Et donc, ils n'ont pas vraiment cette conscience, je dirais, de tout ce qui va se passer. Et pourtant, alors j'aimerais, je ne sais pas si j'ai le temps juste de parler. Oui, bien sûr. Ouais. Une histoire, je la partage avec vous, c'est juste, tu vas adorer. Tu peux même te lever si tu veux. Hein, non, c'est parce que j'ai mal aux fesses en fait. Lève-toi. Lève-toi. Ah non, je vais faire un effort. En fait, c'était donc dans mon village de Couche-Lorswark. C'est le village le plus extrême du Groenland, dans le sens, les services sociaux considèrent que c'est l'endroit où c'est la ville la plus traditionnelle. On chasse le narval encore en kayak, avec un kayak qu'on a fabriqué nous-mêmes, au harpon. Voilà, c'est une vie extrêmement traditionnelle. Ces gens-là me disent, nous, on a envie qu'il y ait des gens qui viennent, on veut attirer des gens, on veut les faire venir. Est-ce que tu peux nous aider? Alors je dis, ouais, bien sûr, faisons un truc. Alors ils commencent à me proposer des choses qui sont très proches de ce qu'on peut faire à Ilulissat, qui est la capitale touristique du Groenland. Alors je leur dis, non, vous ne faites pas ça parce que ça n'a aucun intérêt pour venir à Couche-Lorswark. Voilà, si vous partez de Monaco, il va vous falloir 5 jours pour arriver à Couche-Lorswark. Donc évidemment, les gens, ils n'ont pas envie de retrouver quelque chose de... Voilà, faites quelque chose d'authentique. Et je leur dis, bon, réfléchissez pas, dites-moi, qu'est-ce que vous auriez envie de montrer à des gens qui sont là comme vous? Et donc ils réfléchissent. Et puis au bout d'un moment, j'ai un copain qui me dit, Ouli, qui me dit, Nicolas, tu as voyagé partout dans le monde, toi, tu as déjà vu des esprits? Alors je lui dis, moi j'y crois, je crois en rien, moi je crois en moi, tout juste à peine, donc voilà. Donc je dis non, je veux pas le vexer, je lui dis non, écoute, moi j'en ai jamais vu, voilà. Et il me dit, moi je sais où il y en a, et j'aimerais bien emmener les gens les voir. Wow. Là, je te le dis encore, j'ai encore la chair de poule quand il me dit ça. Je dis, attends, mais c'est génial ça, oui, qu'est-ce que c'est que cette histoire et tout ça, montre-moi. Et là, les chasseurs, tous ceux que vous avez vus là sur les images, ils me sortent une carte et ils me disent, voilà, on voudrait emmener les gens en traîneau ici. Alors je dis, waouh, putain, c'est en plein milieu du glacier, c'est en plein milieu d'un glacier, c'est bourré de crevasses, c'est à 1000 mètres d'altitude, avec les chiens, ça va être une galère sans nom pour passer les crevasses. Je leur dis, non, là, attendez les gars, je peux pas emmener des gens là, c'est trop compliqué, puis il n'y a rien sur ce glacier. Et tout ça, ils me disent, non, mais Nico, non, mais oublie, il n'y a plus rien. Il me dit, mais comment ça, il n'y a plus rien? C'est un glacier qui fait 60 km de long, là, sur la partie, quand il quitte la côte jusqu'à la fin du glacier, le front du glacier, 60 km de long. Sur les cartes, il atteint 1000 mètres d'altitude. Ils me disent, non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Puis je dis, mais comment ça, il n'y a plus rien? Il me dit, oui, il n'y a plus rien, le glacier a disparu. Et donc, maintenant, c'est ce qu'on appelle des Nunanutaat,
des nouvelles terres, et l'esprit du glacier est parti. Donc, il y a des nouveaux esprits qui sont venus, des Krivittok, des nouveaux esprits qui sont là, et on ne sait pas s'ils sont bons et s'ils ne sont pas bons. Et tous ces mecs qui sont autour de moi, qui sont des chasseurs d'ours, qui partent tout seuls chasser l'ours, etc., pour moi, c'est l'explosion de testostérone, ces gars-là, quoi. Tu vois, c'est d'une virilité incroyable. Ils disent, on aimerait que tu viennes avec nous parce que on a un peu la trouille d'aller là-bas, quoi. Ils ont la trouille parce que ces terres n'existaient pas du temps de leurs parents. Ces îles, ces vallées, tu vois, toutes ces terres qui étaient sous le glacier, elles n'existaient pas, et donc ils ont la trouille d'y aller. Et ils disent, il y a des esprits là-bas, et on ne sait pas, il faut maintenant que les esprits se rééquilibrent. Et pour faire la fin de l'histoire, pour raconter, parce qu'on est entre nous, voilà, donc on part évidemment en traîneau, on part faire cette expédition en traîneau, on arrive, et voilà, on est tous ensemble, bon, ça prend plusieurs jours, on arrive, et là, les gars, je voulais aller vraiment au front du glacier, et ils me disent, non, Nico, on ne va pas plus loin. Là, on ne va pas plus loin, on s'arrête là. Basta, on en a ras-le-bol, on s'arrête là. Bon, on s'arrête, donc effectivement, tu regardes sur la carte, tu ne reconnais rien du tout, parce que c'est tout nouveau. On passe la nuit, on dort on met les traîneaux tête bêche, on met des pots d'ours, des pots de caribou, une tente, et puis on dort dessus, et on met tous les chiens autour. Donc on était parti à 5 traîneaux, donc une centaine de chiens pour se protéger des ours. Et tu as tous les chiens les chiens ils se bagarrent en permanence. Toute la nuit, tu entends des chiens qui se bagarrent. Et donc, voilà, on est sous la tente, on mange, on joue aux cartes, et puis on se couche les uns contre les autres, comme ça. Et tout d'un coup, pendant la nuit, Ouli me réveille, et il me dit, Nico, viens. Et il me dit d'écouter, on n'entendait rien. Donc on prend les fusils, on charge les fusils, on sort, et là, il y a 100 chiens. 100 chiens qui sont sur leurs pattes, debout, qui regardent tous dans la même direction. Tous, ils ont les oreilles dressées. Et ils regardent tous là-bas sans faire un seul bruit. Et là, il y a mon pote Ouli qui me regarde, il me dit, prends les jumelles, regarde. Là-bas, c'est un Krivittok. Je ne dirais pas si je l'ai vu ou quoi, mais en tout cas, ces glaciers qui reculent, pour eux, la réalité, c'est pas que la Terre va changer et tout ça, mais c'est qu'il se passe quelque chose et que, justement, l'équilibre de tous ces esprits qui régulent pour eux la nature, il faut qu'on trouve un moyen de les remettre en place, quoi. Voilà. Merci. Rémi, toi, le spécialiste de la faune, ce serait quoi les premiers impacts sur la faune ? Alors, les premiers impacts, ils sont divers et variés. Alors, ce qui va peut-être vous surprendre ou vous décevoir, peut-être, eh bien, c'est pas chez l'ours polaire. L'ours polaire, pour l'instant, je dirais, sa population est stable. Évidemment, c'est peut-être un peu plus compliqué dans certains endroits, mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que l'Arctique est multiple. Il n'y a pas qu'un seul Arctique. Il y a des endroits qui réagissent plus vite au réchauffement que d'autres. Et si au Svalbard, par exemple, ça se réchauffe très très vite, et les ours polaires, entre autres, c'est un peu compliqué, mais ils ont tendance à se déplacer vers la Sibérie, vers François-Joseph ou les Nouvelles-Zambes. Au nord du Canada, je dirais bien pour l'instant, tout va bien. Par contre, ce qui est dramatique dans l'Arctique, et on le subit aussi chez nous, c'est ces variations de température. Et ça, c'est dramatique. Quand vous avez des animaux qui sont extrêmement bien adaptés à des froids intenses, secs, avec du vent et tout ça, par exemple comme le bœuf musqué, c'est un animal que j'ai pas mal observé, j'ai commis un bouquin sur cet animal, eh bien, c'est un animal qui a une laine extraordinaire, la plus belle laine du monde, la plus chaude et tout ça. Ils peuvent rester des jours et des jours par moins 50 avec du vent, à gratter le sol pour manger des lichens. Donc, vous voyez, des lichens, c'est pas grand-chose. Et ces animaux, ils sont adaptés pour ça. Sauf que vous avez une belle pelisse de laine, magnifique, il fait moins 30, moins 40, c'est super. Mais il y a un redout. Il pleut, ou il y a de la neige fondue. Qu'est-ce qui se passe? La pelisse de laine va se mouiller. La couche de neige que le bœuf musqué gratte pour attraper le lichen, tout va fondre. Puis 2 jours après, il fait moins 25, il fait moins 30. Là, la pelisse, elle est mouillée. Alors quand il fait froid et qu'on a une pelisse mouillée, c'est pas idéal. Et puis en plus, quand on veut gratter le sol et que le sol, c'est plus de la neige qui recouvre du lichen, c'est du béton. C'est comme ça. Donc là, le bœuf musqué ne peut plus manger.
Donc voilà, on peut trouver des choses très très visuelles du réchauffement climatique. L'ours polaire, évidemment, tout le monde l'adore, mais c'est certainement pas le bon symbole. Par contre, il y a d'autres animaux. Alors je parle du bœuf musqué, mais pour le renne, c'est un petit peu la même chose. Au Svalbard, ça arrive qu'il y ait des redoux pendant l'hiver. La neige fond, et après, les rennes, pour gratter la neige, ils ne peuvent plus. Donc ça, c'est des choses vraiment extrêmement tangibles, extrêmement visibles. Hein. Et en Antarctique, par exemple, parce qu'il y a aussi un magnifique manchot de Michel, un petit manchot, quand il sort de l'œuf, il est recouvert d'un magnifique duvet très très... Pour le protéger du froid sec. Mais c'est très très fin. Et si malheureusement, et c'est de plus en plus le cas, moi je vais en péninsule antarctique depuis 1990, donc ça fait 33 ans que je m'y rends très régulièrement, et bien maintenant c'est pareil, c'est très très instable. On peut avoir des pluies comme au mois de novembre en Bretagne, et un petit poussin qui est recouvert d'un fin duvet, et bien il va mourir de froid tout simplement, quoi. Donc vous voyez, c'est pas forcément des choses comme ça très très spectaculaires, mais régulièrement on peut constater ce genre au niveau de la faune. Il y a plein d'exemples comme ça aussi, par exemple les manchots, entre autres moi une espèce qui est plutôt subantarctique, un endroit que j'adore qui sont les îles Falkland. Et bien là les petits gorfous sauteurs, là, qui sont des petits manchots très têtus, tout ça avec des petites aigrettes jaunes, eh bien, ils vont de plus en plus loin parce que leurs ressources alimentaires sont de plus en plus loin. Les populations ont décliné de 80% aux Falkland parce que les adultes n'arrivent pas à nourrir leurs petits. Parce qu'à cause du réchauffement climatique, leurs ressources alimentaires s'éloignent des côtes. Donc tout ça, c'est des choses qui ne sont pas spectaculaires. Ça ne fait pas forcément la une des magazines. Et malheureusement, justement, on met trop souvent l'ours polaire à la une des magazines, mais ce n'est pas le bon symbole. Il y en a plein d'autres. Et le réchauffement, on n'a pas besoin, comme le disait Heidi, d'aller dans le Grand Nord, dans le Grand Sud pour le voir. On le voit aussi très bien chez nous. Merci beaucoup. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des questions pour nos intervenants sur cette partie du climat ? Oui, bonsoir. Moi, j'ai une question, surtout pour Rémi, en fait, par rapport aux ours. Puisque pour nous voir, c'est gentil. Merci, Marie. Les ours, on sait qu'il y a déjà eu des mélanges avec des ours bruns. Et où ça en est, et est-ce que c'est une réalité qui tend à augmenter aujourd'hui? C'est une bonne question, comme on dit. Donc l'hybridation des ours bruns avec des ours polaires. Alors, il y a quelques années, en 2006, il y a un chasseur de trophées, donc ce qui est pour moi le niveau 0 de l'humanité, vous voyez, un chasseur de trophées, hein, désolé. Donc quelqu'un qui paye 70 000 € pour aller chasser un ours polaire. Donc ce jour-là, il y a un chasseur qui tue un ours polaire et il a une drôle de tête, cet ours. Il a une tête avec un chanfrein. Vous voyez, par exemple, sur les ours bruns et les ours polaires de Michel, eh bien, il y a un front comme ça très fuyant chez l'ours polaire et puis il y a un chanfrein chez l'ours brun. Et cet ours polaire, cet ours blanc, il a un chanfrein. Donc là, c'est étrange. Donc ça veut dire qu'en 2006, il a tué un animal qui est hybride. Et donc on fait une analyse génétique et on constate effectivement que c'est un hybride des deux. Donc ok, en 2012 on revoit un animal un peu bizarre, tout. Donc là ça fait la une des magazines. Il y a même des gens, je ne cacherai pas, dans certains magazines éclairés évidemment, qui nous disent que de mélanger du brun avec du blanc c'est pas bien, si vous voyez ce que je veux dire. Et il y en a qui l'ont écrit, et je peux vous le dire. Et donc voilà, en 2012 on a un nouvel hybride. Alors là, ça fait des conférences, ça fait des publications, l'hybridation, une nouvelle espèce, et le réchauffement climatique, et ainsi de suite. Bon. Sauf qu'il y a des scientifiques qui sont posés la question en disant, il y en a combien? Sur quel espace on peut voir ça? Et donc, ils ont récupéré du poil des ours de toutes, c'est sur l'île Victoria, hein, au nord, centre-nord du Canada. Et donc, ils ont récupéré du poil, ils ont récupéré des fesses, et ils ont fait des analyses génétiques. Et ils ont dû faire une carte géographique, une carte génétique des ours de cette région-là. Et ils se sont aperçus que c'était une femelle ours polaire, une, qui avait croisé un ours brun, et une de ses filles, parce qu'en plus les hybrides sont fertiles, s'est reproduit à nouveau avec un ours brun. Ça veut dire que toutes les communications sur la planète, les conférences pour l'hybridation, la nouvelle espèce, le réchauffement climatique, c'est au total 11 hybrides qui ont été identifiés sur cette île.
Point barre, fin de l'histoire. Les Inuits étant très joueurs, comme tu le sais, eh bien, les Inuits, ils ont le droit de chasser des ours polaires. Mais ils n'ont pas le droit de chasser d'ours bruns dans cette région. Donc, chasser les hybrides, ils n'aiment pas beaucoup. Donc, il semblerait bien que les hybrides aient disparu. Hein? Imara, on ne sait pas. Ils ont disparu. Donc, voilà. Donc, fin de l'histoire. Oui et non, quelque part. Parce que quand on fait des analyses génétiques des ours polaires, on s'aperçoit que ce qu'on appelle l'introgression, c'est-à-dire le mélange, je dirais, de deux espèces, eh bien, a eu lieu à plusieurs occasions pendant les 500 000 dernières années. Et le plus ancien fossile d'ours polaire connu, qui a été découvert au Svalbard d'ailleurs, à 130 000 ans, eh bien cet ours polaire-là est plus ours polaire que les ours polaires actuels. Donc ça veut dire qu'à d'autres moments, il y a eu des relations entre ces deux espèces, ce qui a peut-être permis d'ailleurs, suivant le sens de l'introgression, eh bien quand il y a eu des réchauffements peut-être des populations d'ours polaires de survivre parce qu'ils ont été mélangés avec des ours bruns, et inversement quand il y a eu des refroidissements. Et moi, j'ai visité une grotte au nord de l'Écosse, où dans cette grotte, donc le nord de l'Écosse, c'est pas si loin, hein, eh bien, on a retrouvé un crâne d'ours brun vieux de 40 000 ans, un crâne d'ours polaire vieux de 20 000 ans et un crâne d'ours brun vieux de 15 000 ans. Donc ça veut dire que dans cette grotte, eh bien, suivant les réchauffements climatiques, suivant les changements climatiques, eh bien, il y a ces deux espèces qui se sont croisées. Mais d'une, ça n'a rien d'anormal. Mais pour l'instant, ça reste vraiment un épiphénomène. Voilà. J'ai essayé de faire court. Oui. Tout est relatif. Désolé. Non, non, je plaisante. Il y avait une question pour monsieur là-bas. Merci. Oui, bonjour. Merci pour votre intervention. J'ai une question. C'est comment les spécialistes ou les scientifiques des glaciers, donc pour Heidi par exemple, arrive à faire la différence entre l'impact anthropique et l'impact de l'influence, disons, solaire et terrestre, ou disons cosmique, sur le climat, puisqu'il y a moins 800 ans, les Vikings nommaient, si je ne fais pas erreur, Greenland, la terre verte, donc le Groenland. Et puis voilà. Ouais, super, merci beaucoup pour votre question. Question ô combien essentielle. Alors aujourd'hui, heureusement, on arrive tout à fait à distinguer les cycles naturels. Et le climat, il a toujours changé, on vient de l'évoquer. Tout juste avec les ours, le climat a toujours changé. On avait des périodes avec beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, où il faisait très chaud. Une grande partie des glaciers des Alpes s'était retirée au-dessus de 4000 mètres d'altitude. On pouvait franchir les cols dans les Alpes à pied, sans aucun problème. Et il y avait des périodes où, naturellement, le CO2 plongeait. On avait des concentrations de CO2 très basses. Et là, c'est un peu le paradis des glaciologues, mais ils n'existaient pas encore. On avait des âges de glace. Et c'est là où les glaciers, naturellement, descendaient jusqu'à Lyon, par exemple. Donc aujourd'hui, ces cycles naturels, on les connaît par cœur. On arrive très bien à les reconstruire. Et on sait aujourd'hui qu'est-ce qui les influence, ces cycles naturels. Donc on a déjà le cycle du carbone sur Terre. Le carbone, il est absorbé par les océans, par les plantes. Il est relâché, par exemple, par les volcans, par les plaques tectoniques quand elles bougent. Mais aussi le soleil nous influence, vous l'avez très très bien dit, parfois le soleil peut être très actif, parfois la Terre aussi se rapproche un petit peu plus du soleil, parfois elle s'en éloigne. Et tout ça, ça va influencer, ça a toujours influencé en quelque sorte nos changements climatiques sur Terre. Et en fait aujourd'hui, je vais vous faire un petit dessin là sur scène si c'est OK. Aujourd'hui, grâce aux carottes de glace, en fait, on arrive à reconstruire ces changements de concentration de CO2. Donc là, ça fait 800 000 ans que le CO2 il fait ça, sauf qu'aujourd'hui on est là quoi. Aujourd'hui, ça fait 15 millions d'années qu'on n'a pas eu autant de CO2 dans l'atmosphère. Et on arrive tout à fait à tracer l'accélération de l'augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Et on sait aujourd'hui, il n'y a plus de débat, ça je tiens à le dire ce soir, il n'y a plus aucun débat là-dessus, que l'homme est responsable du changement climatique actuel que nous subissons. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, heureusement quoi. Heureusement parce que imaginez si le soleil était responsable de ce qui se passait aujourd'hui. En fait, qu'est-ce qu'on ferait ? On rouspéterait, on ferait peut-être des danses du soleil, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, la chance que l'on a, et moi je le vois vraiment comme ça, c'est de comprendre que c'est vraiment l'homme qui est responsable de ce qui se passe. L'homme émet, alors c'est des ordres de magnitude, en termes de concentration de CO2 que nous émettons par rapport au volcan, ça n'a rien à voir, ça je tiens à le dire, c'est vraiment 100 fois plus. Donc aujourd'hui, on sait que c'est vraiment l'homme qui est responsable du changement climatique actuel. Les changements climatiques naturels continuent, bien sûr. Mais aujourd'hui, nous, ce qui nous inquiète,
c'est que nous sommes 8 milliards de personnes sur Terre. Et quand notre climat change, ça n'impacte pas juste une poignée de personnes qui habitent peut-être en Afrique, peut-être à certaines régions d'Asie, ou peut-être quelques petites régions de l'Arctique. Mais aujourd'hui, il y a 8 milliards de personnes qui subissent ces variations climatiques qui sont de plus en plus violentes. Donc aujourd'hui, voilà, si on étudie les ours polaires, si on étudie le Groenland, c'est parce qu'on le fait pour préserver un maximum de vie humaine. Aujourd'hui, derrière chaque fraction de degré que nous augmentons, ce sont des vies humaines. Et c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui. Donc aujourd'hui, oui, on fait face encore à énormément de fake news. Moi, tous les jours, je m'énerve un peu face à l'association des climato-réalistes. Si vous voulez passer un petit moment de rigolade, allez les voir, parce qu'ils ont quand même beaucoup d'humour, ou je ne sais pas pourquoi ils le font, mais ils pensent que le changement climatique n'existe pas. Bah oui, voilà, il n'y a plus de débat. Le changement climatique actuel est vraiment causé par les humains, et heureusement, parce que ça veut dire que nous avons vraiment la solution entre nos mains. Et les choses commencent à bouger, ça je veux le dire. Les choses vraiment commencent à bouger dans les territoires. Moi, ça fait 1 mois que je suis en France et que je vais à la rencontre là, des warriors du climat, et qu'ils le font avec de l'espoir, avec de la positivité, avec une humanité extraordinaire, quoi. Si les gens se battent contre le changement climatique aujourd'hui, c'est pourquoi ? C'est pour préserver des vies humaines, c'est pour préserver notre porte-monnaie, c'est pour préserver notre économie et notre agriculture, la santé humaine, quoi. C'est pour ça aujourd'hui qu'on se bat contre le changement climatique. Donc vous voyez, on a plein de bonnes raisons de se battre aujourd'hui. Et ces personnes-là qui commencent à semer des graines d'espoir, elles le font en sachant très bien qu'elles sont en train de planter des graines et qu'elles ne les verront peut-être pas grandir. Donc aujourd'hui, si on se bat, c'est pour ces générations futures, et vraiment, il ne faut rien lâcher malgré le climat actuel. Il faut absolument continuer à avoir cet espoir. Il y a une autre question tout au fond. Bonsoir et merci. Je voulais savoir si vous aviez ressenti une modification dans la qualité de votre sommeil. Est-ce qu'il y a une différence dans la qualité de notre sommeil? Oui. C'est ça par rapport au changement climatique? Lorsqu'on dort là-bas ou lorsqu'on dort à Monaco? Ah, quand on dort dans les pôles, au pôle? Aïe, c'est pour moi. Oui, énorme. C'est-à-dire là, je te prends juste l'exemple de Couche-Lorsoirque. Couche-Lorsoirque, il va faire nuit complète à peu près fin novembre. Et puis le jour, il va revenir en mi-février. Entre les deux, c'est la nuit totale. La nuit totale, tu dors beaucoup. Tu fais rien, tu as un métabolisme vraiment qui se met au ralenti. Les Groenlandais aiment à dire que c'est cette époque-là qu'on fait les bébés. Et puis, le jour va revenir. Et pareil, tu vas te retrouver avec 2 mois et demi, 2 jours complets, et où là, tu vas avoir une activité permanente. Mais une fois de plus, eux, ils vivent... quand tu es là-bas, tu es obligé de vivre comme ça, vivre dans le présent, le jour, mais aussi dans l'instant. C'est-à-dire, tu vas te lever en pleine nuit pour partir à la chasse, pour partir dans un autre village, etc. En fait, il n'y a pas vraiment d'heure. Le sommeil, tu le prends quand tu peux. Et donc, tu vas dormir beaucoup à un moment et moins à d'autres. Mais en tout cas, ce cycle, c'est très facile la nuit, si tu veux, parce que tu dors, tu te reposes. C'est vrai que quand c'est le jour permanent, c'est plus compliqué parce que tu as une activité permanente. Et les Groenlandais aussi, ils adorent quand la nuit revient, parce que quand tu es dans un petit village comme ça, si tu veux, quand il fait jour tout le temps, tout le monde voit ce que tu fais tout le temps, tu n'as plus d'intimité, quoi. Et donc quand la nuit revient, c'est un moment où enfin tu peux avoir un peu d'intimité et où tu peux te retrouver. Mais voilà, oui, ça a un effet sur le sommeil. Mais en fait, tu vis avec sans aucun problème, quoi. Merci beaucoup, Nico. Est-ce qu'il y aurait encore une question sur ça? Ah ben voilà. Bonsoir, merci pour le débat. Ce qui m'inquiète, en fait, c'est par rapport au point de basculement. Est-ce que vous pensez, si on fait vraiment tout ce qu'il faut et qu'on
par rapport au rejet du CO2 et de méthane de cause humaine et qu'on respecte la feuille de route qu'on vient de signer entre franco-américaines dernièrement. Est-ce que vous pensez qu'on va réussir à s'en sortir ou pas, sachant que, pour le permafrost et le méthane qui risque de s'échapper, est-ce que ça risque pas... Voilà, c'est où le point de bascule et est-ce qu'on va y passer ou pas? Voilà. Merci. Oh là là, vous soulevez tellement de points fascinants à évoquer. Je vais essayer de faire court. Déjà, le permafrost, vous l'évoquez, ça c'est très important. Donc le permafrost, vous savez, c'est ce sol gelé en permanence qu'on a dans les régions polaires. En fait, au-delà des régions polaires, on a quand même beaucoup de permafrost. Si vous regardez juste l'hémisphère nord, dans l'hémisphère nord, 1/4 des terres sont faites de permafrost. Donc du permafrost, on en a un. Tu dois en avoir pas mal dans tes coins. Au Svalbard aussi, on en a beaucoup, parfois sur des centaines de mètres de profondeur. Et vous l'avez très bien évoqué, quand le permafrost dégèle, il émet lui-même ses propres gaz à effet de serre. En fait, c'est tout simple. Le permafrost, quand il dégèle, c'est comme si vous laissiez votre congélateur dégelé. Au bout d'un moment, la nourriture à l'intérieur du congèle va commencer à pourrir. Et c'est pareil au niveau du permafrost. Il est rempli de matière organique. Donc, ce qui se passe lorsqu'il dégèle, bah oui, les mammouths laineux, la végétation qui a été enfouie dans ce permafrost va dégeler, mais surtout, les microbes qui sont dans le permafrost vont se réveiller et vont commencer à manger cette matière organique. Et suivant la quantité d'oxygène qui est disponible, donc si c'est un milieu très sec ou un milieu très humide, le permafrost va émettre soit du CO2, soit du méthane. Et on sait que le méthane est très efficace comme gaz à effet de serre. Aujourd'hui, pour vous donner une petite idée, le permafrost, il émet autant de gaz à effet de serre qu'un pays comme le Japon. Alors le Japon, ça parle à personne, à chaque fois que je le dis. Mais en fait, le Japon, c'est le 7e plus grand émetteur de gaz à effet de serre sur Terre. Alors, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas l'Inde, c'est sûr. Mais si on continue à augmenter les températures sur Terre, il n'y a aucun problème. Le permafrost, il peut se mettre à émettre autant que la Chine, que l'Inde, que les États-Unis. On sait que si on franchit 2 degrés d'augmentation de température, le permafrost, il va émettre autant que l'Union européenne des 27. Si on franchit 3 degrés sur Terre, globalement, ça j'espère qu'on n'y arrivera jamais, le permafrost va émettre autant que soit les États-Unis, soit la Chine. On a le choix. Donc ça veut dire que là, vous avez mis le doigt sur un truc fascinant. C'est que ce permafrost, il faut un peu le considérer comme un pays. Sauf que ce pays-là, du permafrost, on ne peut pas lui dire l'année prochaine, tu réduis tes émissions de gaz à effet de serre de 5 à 6%, c'est ce qu'on nous demande à faire en France. Donc le permafrost, il a cette capacité de complètement changer la donne et vraiment de catalyser ce changement climatique. Aujourd'hui, si tous les pays respectent leurs engagements, on va tout droit vers 2,4-2,7 degrés d'augmentation de température sur Terre. Et en fait, on se rend compte qu'on a tout un tas de points de bascule qui sont bien avant, en fait, qui sont autour des 1,5 degrés. Donc ce que je tiens à dire, c'est que si on franchit ces points de bascule, ce n'est pas la fin de l'humanité. Non, non, pas du tout. Mais ça veut dire que ça va très clairement remettre en question nos capacités d'adaptation. On est des animaux, nous aussi. Comme les ours, est-ce qu'on peut s'adapter à 2 degrés qui augmentent par siècle ou pas? Est-ce qu'on aura assez de temps pour s'adapter? Aujourd'hui, c'est très clair que cette adaptation, il faut s'y mettre, quoi. Il faut s'y mettre. Là, je suis passée en train le long de l'aéroport de Nice. Voilà, l'aéroport de Nice, c'est très clair qu'il n'est plus là. En 2070, quand on aura 1 mètre d'élévation du niveau des mers, il n'y a plus d'aéroport de Nice. Donc aujourd'hui, il faut vraiment travailler sur 2 choses. Il faut travailler sur cette adaptation et il faut continuer à lutter sur cette décarbonation. Il faut absolument décarboner nos économies le plus vite possible. Et je terminerai sur un petit point, qui est mon sujet qui me passionne en ce moment, c'est sur le technosolutionnisme. Donc aujourd'hui, dans les régions polaires, oh là là, Nico, prépare-toi. Dans les régions polaires, il y a toute une clique de start-up qui pensent que c'est en construisant des rideaux sous-marins autour du Groenland, que c'est en rejetant des particules dans la stratosphère pour bloquer une partie du rayonnement solaire sur l'Arctique qu'on y arrivera. Aujourd'hui, on le sait, ce technosolutionnisme n'a rien compris et risque de créer beaucoup plus de dommages que de points positifs, et on appelle ça la géo-ingénierie. Donc regardez, travaillez un petit peu sur la géo-ingénierie et faisons en sorte qu'on comprenne, et ça franchement, on sait que les communautés autochtones, ce sont les meilleurs spécialistes de ces régions-là, qu'on comprenne que notre système climatique est un système, que nos écosystèmes sont des systèmes. Donc ce n'est pas en changeant une petite pièce ici, en mettant un coup de pansement là qu'on y arrivera. On sait qu'il nous faut un changement de notre économie aujourd'hui. On ne peut pas continuer à cramer autant d'énergie fossile qu'on le fait. Et on ne peut pas continuer à attaquer le vivant comme on le fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, oui,
La question c'est quel type de société est-ce qu'on aura quand ces points de bascule seront franchis, parce que c'est sûr qu'on va en franchir. Mais il faut continuer à se battre pour être plus ambitieux, et vraiment chaque fraction de degré va compter pour ces points de bascule et pour notre gros permafrost. Et du boulot, hein. Heidi, on t'a déjà entendu sur pourquoi tu fais ça. Je crois qu'on est au clair là. Rémi, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu passes 50% de ton temps dans ces endroits? Alors, peut-être pas 50%, mais pas mal quand même. Et puis ça fait quand même maintenant 36 ans que ça dure. Moi, je me considère, on me demande c'est quoi ton métier. Donc moi, j'ai pas de métier. Je me considère comme une courroie de transmission. J'ai la chance, par tout ce que je fais, toutes mes activités, conférencier sur des bateaux, organisateur de voyages polaires, réalisateur, d'y aller effectivement un certain nombre de fois dans l'année, d'avoir beaucoup de contacts et tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, je suis un témoin privilégié depuis déjà quelques années, ce qui est rien à l'échelle géologique, 35 ans, c'est rien du tout. Sauf que maintenant, 35 ans, on commence à voir des choses. On ne devrait pas voir des choses, parce qu'à l'échelle géologique, si les changements climatiques étaient liés juste à l'errance de la Terre autour du Soleil, on ne verrait rien en 35 ans. Sauf que maintenant, on voit des choses. Et moi, je suis une courroie de transmission, et moi, ce que j'aime, c'est partager ce que je vois, ce que j'observe, les rencontres que je peux faire, devant vous, évidemment, aujourd'hui, mais aussi, la semaine dernière, j'étais dans une école primaire. Ça m'arrive d'aller dans des écoles, dans des classes prépa, d'aller dans différents milieux. J'organise aussi beaucoup de colloques, d'événements à la Cité des Sciences. Et voilà, le but, c'est de créer du lien aussi pour partager, pour échanger, pour transmettre. Là, il n'y a pas de fake news. Ce qu'on vous raconte, c'est du vécu. C'est des choses que Nicolas et Heidi ont vécu, que moi, ce que j'ai pu vivre. Là, il n'y a pas de fake news, c'est la réalité. Et moi, vraiment, c'est ce qui m'intéresse, c'est ma passion, c'est de transmettre. Alors, par mes bouquins, par mes films, par mes interventions, et c'est vraiment ce qui me touche beaucoup. Et peut-être pour terminer là-dessus et revenir sur un exemple qui est assez peu connu au niveau du réchauffement climatique. En Amérique du Sud, vous me direz, c'est très loin, et puis c'est des régions chaudes. Oui, mais il vivait des gens au 15e, 16e siècle, tu connais l'histoire, j'imagine, qui étaient des agriculteurs, qui avaient coupé la forêt amazonienne et qui avaient fait des plantations. Et donc, évidemment, on captait moins de CO2, parce qu'on avait moins d'arbres, on avait moins de forêts. Il semblerait, ce n'est pas encore à 100% confirmé, que le fait d'avoir détruit ces populations en Amérique du Sud, les conquistadors ont tué des centaines de milliers, voire des millions de gens, eh bien la forêt a repris sa place. La forêt a à nouveau absorbé du CO2. La forêt a quelque part diminué le taux de CO2 sur la planète. Et on s'aperçoit qu'en fait, de fait d'avoir plus d'arbres, d'avoir plus de forêts, eh bien ça a permis aussi, et peut-être occasionné, certains le disent, que la Révolution française avec le mini-âge glaciaire du 18e eh bien, est liée peut-être à la déforestation de l'Amérique du Sud. Donc voilà, ça laisse à penser que tout est lié et que si on coupe des arbres en Amérique du Sud, eh bien pour nous, ça peut poser des soucis. Et donc là, maintenant, ça commence à être vérifié que si le fait d'avoir laissé repousser des arbres en Amérique du Sud en ayant tué des millions de gens, eh bien, ça refroidit la planète. Donc vous voyez que tout est lié. Et on ne peut pas s'isoler en se disant on n'a qu'une seule planète. Non, on n'en a qu'une et on va se mettre, on doit tous la partager, quoi. Donc voilà, et ça c'est assez troublant ces recherches actuellement et c'est en cours de confirmation, on va dire. Comme l'ours de Michel qui est fini. Qui est fini. Bon, je vous propose qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements à Michel Bassompierre qui vient de finir ça. Michel, on va te donner la parole. Je dois parler en tant qu'ours blanc ou en tant qu'ours brun? Je ne sais pas trop. Mais moi, c'est pareil, je suis une espèce en voie de disparition. Par contre, je vais disparaître en emportant dans ma mémoire toutes les belles choses que j'aurais vues sur Terre. Et c'est vrai que j'entendais il y a à peu près un mois, un jour, dans un reportage, un scientifique qui disait « La nature a inventé la beauté ». Et c'est vrai, la nature a inventé la beauté. Je m'en suis encore rendu compte tout à l'heure en regardant les aquariums en bas. La beauté de ces poissons, mais c'est pas possible. Et nous, on ne sait pas voir ça. Donc moi, avec mon âme d'enfant que j'ai gardée,
eh bien, j'essaye de représenter ce qui est beau à mes yeux. Et puis, si éventuellement, en montrant ce qui est beau aux autres, ça peut permettre de garder en mémoire, se dire qu'il y a des choses belles et qu'il faut essayer de les conserver, peut-être se restreindre un petit peu pour ne pas empiéter sur leur territoire. C'est pas l'homme, c'est pas l'être humain qui est le plus beau sur Terre, hein, même si son nombril était extraordinaire. Non, c'est l'animal. Si on supprime l'animal sauvage, l'être humain deviendra une bête. C'est un peu dommage. Est-ce que certains d'entre vous veulent poser une question à Michel Bassompierre? Ouais. Je retirais la main parce que tout d'abord j'ai pensé à une autre question plutôt pour tous. Mais comment vous avez lancé cette sculpture? Qu'est-ce que vous inspiré pour la première fois pour faire cette belle création, bonne création avec le sens? Oui. Qu'est-ce qui t'a inspiré, Michel, pour commencer à sculpter ces animaux? Si c'est ça la question. Oui, j'ai dû commencer à sculpter avant ma naissance, peut-être presque. J'ai eu la chance, mon père était scientifique, hydrogéologue, ma mère était artiste, plasticienne, elle avait fait les arts déco, elle faisait du dessin de chirurgie en bloc opératoire à une époque où on n'avait pas encore la photo couleur, ça permettait d'illustrer les bouquins des chirurgiens pour leurs élèves. Donc je suis né dans ce milieu-là. Souvent, j'étais sur Paris, mon père allait au Muséum d'histoire naturelle, discuter avec des paléontologues de couches géologiques dans lesquelles on trouvait tel ou tel élément de petits rongeurs, ce qui permettait de connaître la climatologie à travers les temps préhistoriques, les temps historiques, les temps géologiques. Donc, moi, gamin, qu'est-ce que je voyais? C'était la grande galerie avec les animaux, les squelettes des animaux, tout ça. Puis après, dehors, le jardin des plantes. Et puis, on allait aussi, gamin, avec mon père, aux eaux de Vincennes. Donc, j'ai toujours été bercé par ce monde animal. Bon, adolescent, après j'ai déménagé, je me suis retrouvé sur Rouen. Il y avait des forêts autour et avec mes frangins, on passait la nuit en forêt, voir la forêt s'endormir, les animaux qui se faisaient bouffer se cacher pour essayer de survivre jusqu'au lendemain et puis voir la forêt s'éveiller le lendemain matin. Donc j'ai toujours été très proche de cette nature que je ne devrais pas nommer puisque ça n'existe pas, c'est notre biotope à nous aussi. Et bon, j'ai fait les beaux-arts et puis j'ai appris j'ai travaillé la sculpture, ce qui fait que depuis plus de 50 ans, je fais de la sculpture animalière, voilà, jusqu'à ce que mort s'en suive. Pas la mienne, évidemment, celle des autres. Hein. Non, j'essaye de garder mon âme d'enfant. Comme je dis, il y en a un qui a dit que je lui faisais penser à Gepetto, parce que je me fais mes jouets, un petit vieux qui se fait des jouets. Et oui, je suis un enfant qui continue à faire ses jouets parce que c'est tellement beau, la forme animale. Et je travaille maintenant en sculpteur, et puis je dis là-haut, on est 4 à travailler. Hein. Il y a l'animalier, celui qui connaît l'animal. Il y a l'anatomiste, celui qui déshabille l'animal, qui dessine ses os pour comprendre comment c'est fabriqué. Et puis il y a le dessinateur, celui qui a appris à faire des dessins en 10 secondes aux Beaux-Arts, des croquis de personnages. Toutes les 10 secondes, le modèle changeait de position, tout ça. Ça m'a servi énormément pour dessiner les animaux. Et puis, il y a le sculpteur, c'est celui qui s'amuse avec le modelé de l'animal. Voilà. Et les 4 s'entendent relativement bien, parce que j'ai encore mes cheveux. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question dans le public pour Michel Bassompierre ou pour un autre intervenant? Là-bas.
Bonsoir. Vous parliez de décarboner et de prise de conscience dans les populations, mais vous, quand vous allez parler, est-ce que vous vous sentez entendu et pris en compte, surtout par les gouvernements, j'imagine, parce que nous, vous vous rendez bien compte que vous nous touchez, mais plutôt les gens replacés, quoi. Merci. Alors, je vais vous donner une anecdote. Moi, j'anime beaucoup de tables rondes, un peu comme Véronique, hein, et beaucoup d'événements comme ça. Et l'année dernière, je recevais 3 spécialistes du CNRS qui faisaient une communication sur la gestion de l'eau dans le Grand Est. Des gens très très pointus, des docteurs, des gens qui vraiment, ils n'ont plus rien à prouver, quoi. Et ils venaient de rendre un dossier aux gestionnaires politiques de la région. Et ces scientifiques très très costauds, hein, ils m'ont dit, le problème, c'est qu'actuellement, c'est pas qu'on n'est pas entendu, qu'on n'est pas écouté, c'est pas ça. C'est que quand vous fournissez l'information à des gens qui doivent prendre des décisions capitales pour nous tous, ils considèrent ça comme des opinions. C'est-à-dire qu'actuellement, les scientifiques travaillent sur le réchauffement, ils travaillent sur les océans, ils travaillent sur la gestion de l'eau, sur des tas de problématiques extrêmement pointues, avec des arguments, avec des carrières derrière eux. Voilà. Et ils fournissent des dossiers extrêmement argumentés, disant attention, là ça va pas, ça va, comme dit Heidi, la température, les seuils, et ainsi de suite. Et puis, les gens qui doivent prendre des décisions considèrent ça comme des opinions. Ça veut dire que si un influenceur qui est sur un réseau social va dire « Ah ben non, mais ça, le réchauffement climatique, non, j'y crois pas, machin et tout, parce que la marque Intel m'a dit qu'il fallait pas y croire », eh bien, il aura autant de poids qu'un scientifique qui aura passé sa carrière à étudier les glaciers au Svalbard ou au Groenland. Et le gros problème, il est là, en fait. C'est que nous, on nous écoute peut-être, ou au moins on nous entend, mais le problème, c'est qu'il manque dans la courroie de transmission, il manque un élément, c'est-à-dire que vous êtes certainement motivé pour tout ça, mais à un moment donné, il va falloir prendre des décisions. Il va falloir emmener le public, il va falloir emmener les citoyens vers quelque chose, et c'est là où actuellement, il y a peut-être un petit bug, on va dire. Je ne sais pas s'il marche. Merci beaucoup, Rémi. Je vais justement compléter ce que tu viens de dire, parce que c'est très juste. L'information, elle est là, quoi. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute, que ce soit des personnes à la tête de l'État ou des personnes vraiment dans les territoires. Je fais ça, c'est un petit peu vulgaire, mais la base, la société civile, on sait ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a pas de doute là-dessus. Comme tu l'as très bien dit, il n'y a pas de débat, ce n'est pas des choses qu'on peut négocier. Voilà, quand on parle des seuils de température, des points de bascule, c'est des choses que l'on ne peut pas négocier. Et moi, sans arrêt, quand je communique auprès des gouvernements, ils me disent « Ah, mais l'économie, la géopolitique, on ne peut pas prendre des décisions comme ça. » Le permafrost, il n'en a rien à battre de tout ça. Les glaciers, ils s'en fichent. Tout ce qui est important pour eux, c'est la quantité de CO2 qu'il y a dans l'atmosphère. Mais là où il y a un truc qui pêche, nous, dans notre façon de communiquer, et je vais reboucler par rapport à la belle introduction, Véronique, que tu nous as donnée tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, savoir, c'est une chose, pouvoir et agir, c'est vraiment une autre chose. Là, je parle du nom d'une personne qui a un toit sur la tête, qui mange 3 repas par jour, ça je tiens à le dire, d'une personne qui est en capacité d'agir. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on motive les gens à agir ? On ne réagit pas tous à la même chose. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est si ce savoir, on ne l'a pas dans nos tripes, on ne l'a pas dans nos cœurs, si on n'a pas de l'émotion qui est associée à tous les chiffres que je vous ai lancés tout à l'heure, et finalement, ça ne va pas percuter et ça ne nous motivera pas à passer à l'action. Et aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute sur le fait que notre langage commun, ce sont ces émotions. Et aujourd'hui, moi qui fais aussi énormément d'interventions dans les entreprises, dans les collectivités, dans les gouvernements, j'ai vraiment changé ma façon de communiquer. Où aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais parler d'histoire humaine. Je vais parler de choses auxquelles on peut s'accrocher ou des histoires d'animaux. Des choses vraiment qui ne sont pas juste des graphes, des tableurs ou des statistiques. Aujourd'hui, si on veut vraiment faire cette transition de cette connaissance que l'on ne peut pas débattre aujourd'hui, parce qu'elle est telle qu'elle est, à cette action, à cette motivation, à cet espoir, il va vraiment falloir qu'on passe par les émotions. Et ça, en tant que scientifique, tu sais, je me permets de te tutoyer, en tant que scientifique, on nous apprend à surtout ne pas mettre d'émotions dans notre façon de communiquer. Alors oui, il faut garder une certaine neutralité scientifique, mais on a, nous aussi, un petit cœur qui bat. Et nous, moi, mon cœur, il bat la chamade pour ces régions polaires, quoi, pour ces glaces, pour ces animaux. Et aujourd'hui, osons, en tant que scientifiques, osons parler comme des humains et pas comme des robots. Et je pense que la planète s'en portera un petit peu mieux, quoi. Ouais.
Est-ce qu'il y a encore une question? Oui. Bonsoir. Je voulais savoir si les populations autochtones qui sont, qui sont victimes du changement climatique avaient du ressentiment contre nous occidentaux quand vous allez les voir. Alors, est-ce que les populations autochtones ont voilà. un Est-ce que les ressentiment populations vis-à-vis autochtones ont un ressentiment vis-à-vis de nous? Aucun. Franchement, ils ne sont pas du tout dans ce sens-là. Après, tu vois, ça c'est un message que je voudrais passer aussi aux scientifiques. Moi, tu vois, ce que j'ai rencontré en rencontrant ces populations, ce que j'ai découvert, c'est une science, mais plus qu'une science, tu vois. C'est une vision de la planète, de notre place dans la planète. C'est ce que tu disais, Heidi, tout au début, où tu disais, voilà, quand je suis arrivé au Svalbard, je me suis retrouvée toute petite dans cette nature de dingue. Et en fait, c'est cette vision-là qu'ils ont à nous transmettre et qui peut changer énormément de choses. Mais, tu vois, ce savoir autochtone, je te raconte juste une toute petite histoire. Je suis contacté... Avec plaisir, Nico. Hein? Avec plaisir. Rapide, hein. Des scientifiques de la Sorbonne et puis d'un labo là, en Angleterre me contactent pour aller poser des balises sur les narvals. Ils me disent, on veut aller... Dans mon coin, il y a beaucoup de narvals qui passent. Narval, la licorne de mer, vous voyez, hein, avec cette incisive gauche, la torsadée, qui a inspiré la licorne. Ils veulent poser des balises avec des caméras sur les narvals. Donc ils me disent, voilà, on te donne... Là, on a tout repéré, on a calculé scientifiquement. Voilà, on a quelques balises, mais on estime que les déplacements des populations avec des transects et tout ça, bon, ils me disent des trucs que j'écoute même pas. Ils me disent, voilà, les narvals, ils doivent être par là, ils doivent être par là, ils doivent être par là. Et puis, il y avait parmi eux un bioacousticien qui me dit, tiens, écoute, je te donne un enregistrement. C'est un enregistrement qu'on a fait de narvals en train de communiquer. L'enregistrement, je ne l'ai pas là, mais je te le ferai écouter, c'est le générique de la famille Adams. Comme ça. Incroyable, quoi. Bref, je vais dans mon village, parce que moi, je leur dis aux scientifiques, bah, vous voulez harponner des narvals, mais si tu veux, le mec, je le vois, il est derrière son PC, je dis, je juge pas, mais je te vois pas harponner un narval, mon gars, quoi. Il y a une marge, quand même, tu vois. Mais si tu veux, par contre, moi, je connais des gars qui sont capables de le harponner et peut-être ça serait intéressant de voir avec eux. Ils me disent génial, vas-y. Donc c'est des grands spécialistes du narval. Donc j'y vais, je débarque à Couche-leur-Soir, qu'on se retrouve tous chez moi avec tous mes chasseurs là et tout ça, je discute, je parle du projet, d'aller poser une balise. Ils me disent ah bah oui, super. Voilà, on discute et puis je dis bah attendez, je vais vous faire écouter un truc incroyable. Et donc je mets mon ordinateur et je leur mets le banc de son comme ça. Et là, ils me regardent tous. J'ai dit, putain, c'est dingue. Hein. Ils me disent, ouais, c'est un narval. Ils me disent, c'est un mâle. Je dis, oh, bah, vous foutez de moi, quoi. Vous foutez pas le cul dans l'eau et vous allez me dire que vous savez ce que c'est, quoi. Et ils me disent, bah oui, Nico, nous, quand on chasse le narval dans notre kayak, on prend notre pagaie, on la met dans l'eau, on la pose contre l'os, là, et on les entend communiquer. Et comme on se met à 3 ou 4, on triangule et on sait où ils sont. Oh, je me dis, ah wesh, ah oui, d'accord, ok. Bon, et là, je sors la carte, tu vois, une carte vierge, et je leur dis, et à votre avis, où est-ce qu'on peut voir des narvals? Ils me regardent comme ça, ils disent, mais tu te fous de nous, Nico? Les narvals, ils sont là, 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 pas là, jamais ici, toujours là. Du 15 septembre au 18 novembre, ils sont ici, etc. Et là, donc j'ai tout rapporté à tout le monde. Et là, il y a un savoir chez les c'est un savoir chez les communautés autochtones qui est hallucinant, mais hallucinant. Pas simplement ce savoir je dirais, de cette mythologie, tu vois, de voir comment on voit la vie, mais c'est aussi ce savoir sur ces régions polaires. Eux, ils y vivent, là. Ils y vivent. Le narval, ils en bouffent à tous les repas. L'ours aussi. Pardon, hein, Michel, hein, quoi. Donc ils savent, et c'est ce que je disais à Michel. Enfin, moi, quand je voyais là ton ours, quand tu le tournais, des fois il me regardait, j'avais la trouille, quoi. Tu vois, je me dis, il est tellement là. Toi aussi. et voilà, ils savent tout ça, ils savent énormément de choses.
Je ne dis pas qu'ils sont omniscients, pas du tout, mais on a tellement à apprendre d'eux, et ça, je trouve que c'est un truc qu'il faut absolument qu'on pousse énormément, et qu'on va pousser d'ailleurs avec l'IOM dans nos futurs voyages d'engagement. Merci. Et tu me disais d'ailleurs que nous, on ne les connaît pas beaucoup, alors qu'eux nous connaissent vraiment bien. Hein. C'est intéressant aussi. Oui, oui, tout à fait. Effectivement, la vision qu'on a des Inuits, tu vois, ça va être... on imagine des tas de choses, si tu veux, Lève-toi sur eux. si tu veux. Hein, oui, je me lève 2 secondes, merci. Non, mais tu peux te lever, en fait. Bon, enfin, je peux me lever. Tu vois, moi, je ne me suis pas assise. On voit, oui, c'est vrai. On voit, et non, tu vois, ce qu'on imagine, qu'est-ce que tu imagines de ces populations-là? Et moi, on avait organisé un truc avec Rémi, on travaille sur des navires d'expédition qui vont dans ces régions-là, et on organise des rencontres avec ces communautés. Et ce que j'avais trouvé très très fort une fois, c'est donc à Couche-leur-Soir, toujours, ils voyaient que sur Facebook, bon, ils sont tous connectés, hein, tous Facebook. Si tu n'as pas un Facebook, si tu n'as pas un iPhone 14, mais alors tu es le roi des ringards, hein, quoi, là-bas. Donc ils sont tous super connectés, donc ils savent, et puis ils me disaient, mais Nico, pourquoi tu viens pas avec ton bateau au village et tout ça, bon, c'était pas franchement mon bateau, mais voilà, donc on est venu, et je leur ai dit, ben voilà, moi, ce que je vous offre, donc ils ont accueilli tout le monde, et je leur dis, ce que je vous offre, ouais, on a un théâtre sur le bateau, il est comme ça, vous venez, moi je vous offre 150 cerveaux disponibles, et vous leur dites ce que vous avez envie de leur dire. Je ne contrôle pas, vous faites ce que vous voulez. Donc ils sont là, le rideau s'ouvre, et là, sur la scène, donc toi tu t'attends, tu vois, tous les passagers sont là, ils vont avoir des danses de tambour, un mec en pantalon en peau d'ours, un chaman, des chants de gorge, voilà. Là, il y a 2 gamines, 12-14 ans, qui chantent sur du Britney Spears. Alors, je ne vous cache pas que tous les passagers, ils sont comme ça, ils me regardent à la fin, et ils disent « Qu'est-ce que c'est que ça, quoi ?» Nico, qu'est-ce que t'as foutu, là? Je dis « Mais ouais, ce que vous voyez, c'est dément. Parce que vous ne les connaissez pas. Eux, ils vivent à 5 jours de chez vous, et ils connaissent parfaitement votre culture. Et ils l'ont carrément, peut-être plus qu'ils la connaissent, c'est qu'ils l'ont phagocytée, ils l'ont prise, quoi, tu vois. Donc, voilà. Allez les découvrir. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour moi, ce fait que eux, ils nous connaissent mieux que nous ne les connaissons. Super, merci. Je crois qu'il y avait bonsoir à tous. Je voulais savoir si, face à toutes ces problématiques environnementales et économiques de nos sociétés, est-ce que l'art aujourd'hui peut continuer à emmener les gens et à ouvrir les cœurs? Est-ce qu'on peut continuer à emmener les gens et ouvrir les cœurs? Est-ce que l'art... Ah, d'accord. La place de l'art, Michel. Je veux dire, oui, l'art, c'est l'essentiel. Hein. C'est ce qui fait tout, quoi. C'est, pour moi... souvent la place de l'art, d'ailleurs, tu vois, quand tu vas au Groenland, les gens ils te disent, bon ben voilà, j'ai envie de ramener un truc, mais l'art n'existe pas, il est partout, tu vois, c'est comme la nature. Pour eux, dans le moindre objet qui sculpte, pour les kayaks. Le kayak, c'est une œuvre d'art. Ces gars-là, ils fabriquent leur kayak, mais pas comme chez nous, tu vois, ils vont pas chez Ikea, ils vont pas trouver un plan ou quoi. C'est-à-dire que les gars, ils vont démonter une vieille palette pourrie dans un coin, et ils vont en faire un kayak. Pour eux, c'est des objets du quotidien, évidemment, mais il y a une forme d'art qui est absolument incroyable. Et je trouve, justement, on rebondit, et je pense qu'on est tous d'accord, le beau, c'est essentiel. Et pour moi, l'art, c'est ce qui transcende le beau, justement. Et cet art, alors on a tous travaillé avec des artistes dans ces régions-là, c'est tout d'un coup un regard éclairant, et tout d'un coup, surtout, je trouve une manière de communiquer avec ces communautés, d'égal à égal. J'ai emmené un film, là je reviens du Groenland, j'ai emmené un film, le moment le plus beau où aucun des acteurs, c'est un film de fiction, aucun des acteurs parle groenlandais. Moi, il y avait des acteurs groenlandais qui ne parlent pas un mot d'anglais et encore moins de français. Et il y avait parmi ces acteurs, peut-être quelqu'un que vous connaissez, Philippe Catherine,
qui est un chanteur, je ne sais pas ce qu'il est exactement. Hein, chanteur, acteur. Ouais, Très bien. Le mec, il est inclassable, quoi, complètement farfelu. Et tout ça, la communication qu'il y a eu par la musique, mais c'était juste dingue, quoi, vraiment dingue. Donc l'art, ouais, enfin, je pense que, je sais pas, Michel pourrait en parler mieux, hein, mais... C'est les ours qui doivent parler de l'art, ouais. C'est pas à moi de parler de l'art parce que je suis dedans. Non, c'est aux autres de parler de l'art. Par contre, je t'entendais parler tout à l'heure de ces Inuits, de tous ces gens qui connaissent parfaitement la vie depuis... Bon, moi je dirais que depuis les hommes des cavernes jusqu'à il y a encore 50 ans, on avait des paysans. Et le terme paysan, c'était devenu péjoratif, c'était presque une insulte. C'est terrible parce que maintenant, on n'a plus que des agriculteurs. C'est pas pareil. Le paysan, il avait une connaissance extraordinaire, puis il écoutait les anciens. Maintenant, on n'écoute que les machines. L'intelligence artificielle. Voilà. Je n'ai rien contre, mais c'est peut-être pas complètement ça. Moi, j'entends souvent ma grand-mère qui était paysanne dans l'arrière-pays niçois, et j'entends souvent ce qu'elle me disait, en fait. Chaque fois que j'ai un problème ou quoi, elle avait le bon sens, et elle est souvent là-dedans. Donc, merci Michel de parler de ça. Est-ce qu'il y a encore une dernière question avant de clôturer? On va essayer de laisser la parole à quelqu'un d'autre, s'il y a quelqu'un d'autre. Sinon, on prendra votre question avec plaisir. Eh bien alors, la parole est à vous. Hein. Je me suis dit pareil que troisième question, c'est peut-être un peu beaucoup, mais je ne peux pas ne pas poser. Vu que vous êtes 4 ici, des grands hommes, à mon propre opinion, chacun de son métier, chacun de son vision, chacun avec son expérience. On parle beaucoup d'écologie, etc. Moi, je suis ukrainienne, je suis venue ici de côté biologique. Je suis enseignante de biologie, chimie à la base. Donc, j'ai visité beaucoup de conférences, etc. Mais pour moi, le plus dommage, qu'on parle beaucoup. Mais par contre, comme vous avez dit, il y a très peu de gens qui sont intéressés de faire vraiment quelque chose au niveau de la loi. Donc, ma question, c'est, par votre vision, qu'est-ce que vous voyez comme les petits changements, peut-être, que nous pouvons apporter en plus de l'autre côté, du côté des peuples, des gens simples, parce qu'on attend beaucoup des choses... qui est devenu déjà un cliché, que ne jetez pas à part des poubelles, utilisez moins de plastique, mais peut-être vous, tant que les gens de ce métier, vous voyez un petit peu des autres moyens que nous pouvons apporter à grande ville après cette notre soirée ensemble. Ouais, un geste en plus que nous ne ferions pas aujourd'hui. Qu'est-ce que ça pourrait être? Les petits gestes individuels, c'est plutôt ça? Ouais. Merci de poser cette question parce qu'elle est importante. Bon, alors moi, je vais vous en donner 3. Alors déjà, on sait que c'est vraiment... Il faut arrêter de un petit peu se flageller avec les petits gestes. On sait qu'on a vraiment besoin que les politiques, que les personnes en charge prennent les bonnes décisions. Donc ne nous flagellons pas non plus. Mais je vais vous en donner 3 rapidement. Pour moi, vraiment le petit geste le plus important qu'on peut faire au niveau individuel, c'est voter. Et la moitié de l'humanité vote cette année. Entre ce qui se passe en Inde, ce qui se passe au Pakistan, ce qui se passe en Europe, ce qui se passe aux États-Unis, la moitié de l'humanité va voter. C'est absolument capital. On a quand même besoin que ces gouvernements comprennent ce qui se passe. La deuxième chose que je vais dire, alors ça c'est des trucs très concrets, c'est de regarder où vont nos économies. Et ça, il faut mener cette petite enquête policière. C'est un devoir très important parce que parfois nos économies servent à sponsoriser notre propre disparition. C'est quand même dommage. Et la troisième chose que j'aurais envie de vous dire, et là c'est peut-être plus où on retourne Ferial sur ta question, je pense qu'il faut absolument trouver le moyen de se reconnecter, de s'émerveiller de cette nature qu'on a encore autour de nous. Que ce soit du plus petit insecte, parce que c'est ce que tu voulais dire tout à l'heure, du plus petit insecte jusqu'au plus grand mammifère, les nuages qui passent, les changements de couleur de la mer. Gardons ça, gardons ces yeux d'enfant. Parce que si on perd cette connexion avec la nature, on n'a plus rien compris. Et après, on fait du technosolutionnisme, on met des rideaux sous-marins autour du Groenland. Donc aujourd'hui, voilà 3 petits tips qu'on peut vraiment mettre en place au quotidien. Pour moi, c'est ce que j'aimerais vous transmettre ce soir. Et encore une fois,
qu'on a tous le pouvoir de faire changer les choses, ça c'est super important, mais vraiment à notre niveau. Et encore une fois, je le dis parce que j'ai un toit sur la tête et 3 repas par jour, il ne faut absolument pas qu'on demande aux plus vulnérables aujourd'hui, aux personnes qui ont une empreinte carbone très basse, de résoudre ce problème. C'est à nous de le faire, quoi. Les garçons, des petits tips au quotidien. Oui, pourquoi pas. Bon, alors moi, les petits gestes au quotidien, éteindre la lumière et tout ça, c'est bien mignon, mais enfin, ça risque de ne pas suffire. Ce qu'il faut aussi, c'est faire des choix de vie, et puis aussi transmettre et penser aux générations futures. Moi, j'ai la chance d'être grand-père, d'avoir 2 petits garçons, et ça, c'est drôlement important, quoi, hein, parce que nous, on va leur laisser quand même une situation un peu compliquée, quand même. Hein. Donc, je pense que motiver la jeunesse, c'est aussi l'un des grands gestes, je pense, qu'on peut faire, parce que nous, c'est un petit peu le problème des humains, c'est qu'on a conscience de notre finitude, donc ça va se finir à un moment donné, mais ça va peut-être pouvoir se continuer parce qu'on a des générations futures et on leur laisse une situation compliquée, et je pense que leur permettre de s'adapter, et moi je le vois avec les petits, chez nous ils n'ont pas d'iPhone, ils n'ont pas de tablette, ils n'ont pas tout ça. Par contre, ils s'adaptent à toutes les situations en dehors, à l'extérieur, dans les arbres et ainsi de suite. Et ce contact avec la nature, avec le sauvage et tout ça, c'est extrêmement important. Et ça, il faut absolument que les générations à venir gardent ce contact, comme tu le disais, l'émerveillement du sauvage et de la nature, mais aussi les générations suivantes, il faut qu'elles gardent le contact, parce que là on est un petit peu en train de le perdre. Et moi, je dois rajouter un truc après vous, quoi. C'est ça. Si tu veux. Oh, les salauds, quoi. Tu pouvais nous parler du tourisme peut-être responsable ? Ouais, de toute façon. Ou autre chose. Non, mais après, effectivement, moi, tu vois, je disais, j'ai juste envie de rajouter un tout petit truc à ce que tu disais, Heidi, c'est s'émerveiller. Alors, c'est hyper important, tu vois, de s'émerveiller de tout. Mais on parle beaucoup des animaux, de la nature, mais des hommes aussi, hein, quoi. S'émerveiller des autres, s'émerveiller de vous. Moi, je m'émerveille de vous qui êtes là. Je me dis, merde, ils sont quand même nombreux. Ils sont venus nous écouter. Alors, je comprends que vous veniez écouter Heidi et Michel et Rémi, mais moi, mais ils sont quand même venus. Tu vois, je m'émerveille de ça. Je me dis, putain, mais c'est plein d'espoir, quoi, tu vois, tout ça. Et alors, des petits gestes au quotidien. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment aussi beaucoup changé. C'est quand j'ai acheté une maison au Groenland en 2001. Donc, comme tu as dit, j'ai un accident sur la banquise où j'ai failli perdre mes mains, mes pieds. Et par chance, je les ai gardés. Et donc, je change ma vie. J'achète une maison à Couche-Lorswark. Et ce qui m'intéressait, j'ai acheté une maison en ruine. Et ce qui m'intéressait de voir, c'est comment tu fais quand tu n'as rien. C'est-à-dire, tu te dis, tu vois, nous, on est là à acheter des tonnes de trucs tout le temps. Et là, moi, j'achète une maison complètement en ruine. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai... Bon, je vous rassure, 3 000 €. Bon, c'est gérable. Mais je me dis, mais comment tu t'en sors là-bas ? Il n'y a rien. Le bateau ravitailleur, le dernier bateau ravitailleur, c'est novembre. Le suivant, c'est début juillet. Entre novembre et début juillet, t'as rien. Je voulais isoler le toit de ma maison, cherche des agrafes, et une agrafeuse. Oh, je vais au magasin, il y a plein d'agrafes. Oui, j'achète toutes les agrafes. Et je dis, vous n'avez pas une agrafeuse ? Elle me dit, si, il y a une agrafeuse dans le village, c'est Pita qui l'a. Oh, je cours chez Pita, je lui dis, tu peux me filer l'agrafeuse ? Il me dit, ouais, bien sûr, il me donne l'agrafeuse. Bah, évidemment, les agrafes n'allaient pas avec l'agrafeuse, quoi. Et donc, tout est comme ça. Et donc, finalement, tu te retrouves dans une situation, il faut que tu t'adaptes, il faut que tu arrêtes de trouver les solutions, d'espérer des solutions dans un Dieu, science ou technologie qui n'existe pas. Il faut que tu changes, il faut que toi, tu changes ton comportement, et effectivement, tu t'adaptes avec ce que tu as. Donc, effectivement, tu n'as pas d'agrafe, tu vas prendre des clous, tu vas trouver, je fais les poubelles. Tout le monde fait les poubelles au Groenland. Tout le monde va fouiller les poubelles pour retrouver... Ah t'as pété une vitre, si t'attends le vitrier, t'es mort, quoi. Donc tu vas rechercher dans les poubelles. Alors je vous dis pas d'aller fouiller dans les poubelles tout de suite, mais si, en fait, quelque part, si, quand même un peu, quoi, tu vois. Ce que je trouve, il y a des chemins qui nous font peur, et je vous partage juste une dernière histoire qui m'est arrivée. C'est, suite à mon accident, je retourne au Groenland, c'était à ski. Je retourne au Groenland, je revois le mec qui m'a sauvé la vie, un Groenlandais, et je lui dis, putain, je veux tout savoir. Je veux tout comprendre. Et effectivement, j'ai un passif, j'ai une thèse en informatique, un maître de conf, donc je me dis, putain, je vais être carré, quoi. Tu m'emmènes partout, tu me montres comment on détecte la mauvaise glace, comment on fait.
Il m'emmène, donc moi j'essaie, vous savez, les Groenlandais, en fait, ils ne vous expliquent pas ce qu'ils font. Toi, tu dois être là à côté, tu regardes et puis tu t'apprends. Donc j'apprends, je me dis, ah putain, ça y est, j'ai compris. Effectivement, là, la glace, elle est comme ça, donc quand elle est un quart de ceci, un quart de cela, ça veut dire ceci, donc ça veut dire que je peux passer là. Paf, on ne passe pas par là, on prend un autre chemin. Alors là, je me dis, oula, il ne faut surtout pas qu'on passe par là parce qu'elle est légèrement grisâtre et un petit peu granuleuse, donc ça veut dire qu'elle est faible, la glace. Donc on va passer au travers. On passe, on y va. Et au bout d'un moment, Titou, je lui dis, mais attends, Titou, putain, moi je comprends rien, quoi. Tu vois, j'ai un carnet de notes rempli d'observations, on n'a pas une qui colle. Et lui, ce qu'il me dit, il me dit, mais Nicolas, quand tu as 2 chemins, ok, si ce chemin-là te fait peur, bah prends l'autre, c'est tout, quoi. L'idée qu'il y a derrière, c'est son instinct. C'est suivre son instinct aussi, quoi. Et je pense qu'on a perdu énormément ça. Qu'on cherche une solution sur ChatGPT ou en regardant dans Google, mais il faut arrêter, quoi. Faut juste, tu vois, pour moi, mon geste du quotidien, c'est de suivre ce que tu ressens, quoi, et retrouver cette vibration en toi qui t'indique le bon chemin, quoi, et les bonnes choses à faire, quoi. Voilà. Ben merci beaucoup. Je propose de vous lever. Tu peux te lever ? Merci à vous 4, hein. Merci de nous avoir fait vivre ces émotions. Et Véronique Leroy. Merci Rémi. Merci à vous d'être venus. Merci aussi à l'équipe de Michel Bassompierre qui, à chaque fois qu'elle peut, lors d'une exposition, allie l'art et la science au service de la nature. C'est aussi ça, sculpter le vivant, c'est faire avec un grand tout. Et c'est ce qu'on a fait ce soir, donc merci à tout le monde et merci d'être venus aussi nombreux. Merci à Michel, merci. Ouais, et magnifique œuvre.